Shalom. Salam. Salut. Oui, Leïla, t'aimes bien ou pas? Oh, c'est très cool. Ça fait ambiance un peu secte, j'aime bien. Ouais. Donc, c'est parti pour la deuxième partie de notre journée marathon. Alors, juste pour que vous sachiez aussi comment est-ce qu'on s'organise, les épisodes là que vous voyez là sont vraiment exclusifs pour vous permettre de poser des questions. Celui avec Prince est déjà aussi derrière, donc que vous soyez en ligne, que vous soyez ici. Et après, on verra en fait quels sont les épisodes qu'on va ouvrir à un plus grand public. Mais encore une fois, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Donc, on va faire une partie d'échange avec Leïla. Leïla, merci d'être là. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Leïla qui est l'experte S. Et puis, elle sur dit, la question qui fâche, la question que tout le monde se pose. les salaires. Les salaires, le jet, l'argent. Ouais. Et puis, tu Parce dis... qu'on tourne, on parle de tout, de voilà, est-ce que la vie est belle, est-ce qu'il y a la plage, est-ce que tout ça, mais au final, ce que vous voulez savoir, c'est on gagne combien dans cette affaire? Exactement. Et c'est vrai que je crois que c'est la question numéro 1 qu'on nous a posée pour Info Leïla. Donc quand tu dis oui, merci, t'as invité, on n'a un peu pas le choix à vrai dire. Parce qu'en fait, tout le monde veut s'installer en Côte d'Ivoire, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir gagner assez? Est-ce que ça va être assez? Est-ce qu'ils vont pouvoir gagner autant? Parce que c'est vraiment les deux mots qu'on a à chaque fois, assez et autant. On entend tout le temps ça. Et je pense que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es maintenant incontestable sur ce sujet. Pas que celui-là, mais c'est vrai que c'est celui-là qui revient le plus souvent. On va te laisser te présenter et présenter Grey Search. Bien sûr. Ouais. Alors, rebonjour tout le monde. Mon nom est Leïla Richard Touma. Pour mon mari, c'est très important. Oui, on est d'accord. J'ai fondé il y a 6 ans un cabinet de recrutement et de chasse de tête à Abidjan qui s'appelle Grey Search Africa. Donc, Grey Search pour matière grise. Ce cabinet se veut panafricain. Et notre but ultime, c'est de pouvoir promouvoir la mobilité des talents panafricains et nord-sud. Et aussi ma petite ambition personnelle, qui n'est pas du tout liée au salaire, mais pour moi, c'est de pouvoir faire de la mobilité des talents sud-nord. Donc, j'espère un jour y arriver et pouvoir un jour vous crier victoire. Amen. Donc du coup, en tout cas, j'ambitionne autant les marchés panafricains, plutôt ouest-africains, que les marchés européens. Donc, on fait du recrutement partout. On en fait au Mali, au Congo, au Cameroun. Très bien. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais je fais aussi beaucoup de recrutement en France. Donc ça, c'est au niveau du business. Maintenant, au niveau des talents, parce que nous, c'est un peu comme l'immobilier, vous avez vos terrains, vous avez vos biens, mais il faut encore trouver les clients. Là, nous, c'est des candidats à des talents, ce qu'on appelle ici matière grise. C'est où est-ce qu'on va les trouver? Donc évidemment, on va toujours les chercher en local, parce que le but, c'est de promouvoir la mobilité des talents en local. Mais des fois, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher de la mobilité panafricaine ou nord-sud, de gens soit de la diaspora, soit d'afro-descendants que je différencie de la diaspora, soit de gens qui ont simplement des ambitions de vouloir s'installer en Afrique pour X ou Y raison. Voilà, donc ça c'est un de nos valeurs qu'on essaye de développer. Voilà. Très intéressant. Et donc du coup, la question que les gens vont se poser, c'est est-ce que les gens peuvent t'envoyer leur CV et dire dites-moi si je peux trouver un boulot? Alors oui, bien sûr. Alors je suis la plus grande. J'adorerais recevoir vos CV. Donc il y a juste savoir comment est-ce que moi je peux positionner vos talents. Exactement. En fonction des clients que j'ai. Parce que malheureusement, je ne peux pas vous promettre de vous trouver un travail, sinon je serai riche. Mais c'est malheureusement pas le cas. Et je suis malheureusement tributaire des portfolios de clients que j'ai, de la structure macroéconomique du pays également, et des jobs in demand. Je pense qu'il y a des choses, il y a des pénuries de talents, ce qu'on appelle
shortage de talent. Ça, c'est clair, dans beaucoup de métiers dont on pourra parler si vous voulez. Ah, mais parlons-en. C'est ça qui intéresse le peuple, et là, sans transition. Donc, du coup, ici, depuis 6 ans, et malheureusement, on manque énormément d'études, Quali en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays de la sous-région. Et c'est pour ça aussi l'une des raisons pour lesquelles on a voulu lancer le guide des salaires. J'ai bien aimé ce qu'a dit Kai la dernière fois, enfin tout à l'heure. Je l'ai pris pour note d'ailleurs. Il disait que lui, sa communauté, il l'a créée en donnant. En fait, c'est un petit peu mon statut de départ. Je pense qu'avant que je crée le guide des salaires, j'existais depuis plusieurs années, mais personne ne me connaissait. En fait, on a fait une étude qui nous a pris 1 an en interne. Il faut savoir que moi, à la base, je suis analyste et je suis business analyst. Et j'ai fait ça dans d'autres pays avant de m'installer en Côte d'Ivoire. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ce guide des salaires, à la fois pour les recruteurs, mais à la fois pour les personnes qui souhaitent se positionner sur le marché de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc, j'ai pas fait le Mali, j'ai pas fait le Congo encore, mais... Oh, t'inquiète. La Côte d'Ivoire, c'est très bien. Ça viendra peut-être un jour. Mais du coup, voilà. Excusez-moi, mais justement, il y a une raison pour laquelle tu as commencé par la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est que... Pourquoi je me suis installée d'abord en Côte d'Ivoire? Non, ce que je veux dire sur le choix du guide. Bien sûr, parce que c'est mon marché premier. Voilà, mais il y a aussi beaucoup de questions sur ce marché-là, de demandes, je suppose. Exactement. Déjà, c'était mon marché d'expertise. Mon premier marché d'expertise. Mon deuxième, ça reste le Sénégal. Je pense que, vous savez, il y a quelque chose, on dit... en France, on dit « quand l'immobilier va, tout va ». Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Quand le recrutement va, tout va. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que dès qu'il y a la moindre crise ou semblant de crise, je vais vous donner un exemple, même l'Ukraine, ça nous a impacté ici. La guerre en Ukraine, alors que, bon, techniquement, rien à voir. Mais pourtant, ça a impacté les recrutements parce que ça a impacté les décideurs, que ce soit les industries dues à leur prix d'importation ou à leur prix d'exportation, par exemple, dû au coût de l'euro-dollar. Voilà, toutes les minimums macro impactent le recrutement. Et du coup, pour revenir au guide des salaires, c'est justement là où je trouvais le besoin le plus crucial et là où je pouvais justement être la plus généreuse vis-à-vis à la fois des recruteurs, donc j'appelle les entreprises qui souhaitent recruter, mais aussi des talents. Qui souhaitent se positionner avec un salaire convenable. Faut savoir qu'ici, le SMIC est autour de 75 000 francs CFA en net. Donc, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, 115 €. Donc, une fois que j'ai dit ça, évidemment, ça va décourager plus d'un. Je ne pense pas qu'on puisse aller très loin avec ça. Et c'est une réalité. Le SMIC, contrairement à d'autres pays, notamment en Europe, n'est pas du tout comment dire, réaliste par rapport à quelqu'un de la classe moyenne ou quelqu'un qui aurait des velléités de consommation. En Europe, tu peux vivre avec un SMIC. À deux, on peut vivre avec un SMIC. Voilà, précise. Voilà, c'est un très bon point que Leïla oublie. Une fois que Leïla a dit justement... Après, il y a des endroits. Quand on dit Europe, je pense Paris qui vient... Non, mais même en province française, moi j'ai vécu à Lille, je peux te dire, oui, si les deux travaillent pas, c'est pour ça que beaucoup de gens, dans le ménage, les deux bossent. Avec un SMIC, même à Lille, c'est chaud, hein. Mais bon, je digresse. Bon, en Auvergne. En Auvergne, ça peut aller? Ouais, pas faux. Peut-être que ça marche mieux. Mais en tout cas, je peux vous assurer que quelqu'un de la diaspora ou qui a des velléités d'installation à 115 €, vous n'irez pas loin. C'est clair. Mais de toute façon, pour être très honnête, c'est pas du tout un salaire qu'on vous proposera de toute façon. Donc voilà. Donc je pense que il y avait 2 questions que vous m'aviez posées pour pas que je les oublie. C'était quels sont les jobs in demand. Donc ça, c'est... Donc laissez-moi juste vous retracer un petit peu la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. La Côte d'Ivoire, c'est 7,5% de croissance, de GDP. Et ça, c'est l'AFDB qui a sorti un chiffre. Donc là, c'est les pronostics pour 2023 et 7% pour 2024 à peu près. Faut savoir qu'on est supérieur à la Chine. Donc déjà, soyons clairs, si vous voulez un pays où il y a de la croissance, où vous voulez avoir un impact, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vais vous parler plus de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays et c'est ma nationalité. Mais forcément, je prêche pour ma paroisse. Mais c'est mon pays, je le connais. Donc, 7%, 7,4% et 7% de croissance. Donc, déjà, là, vous êtes sur une dynamique économique qui n'a pas son pareil. Cette dynamique, elle est basée sur quoi? Sur 3-4 plans.
déjà les politiques publiques, avec le gouvernement qui, depuis une dizaine à quinzaine d'années, investit énormément sur les grands travaux. Donc, vous avez certainement remarqué, pour ceux qui viennent depuis régulièrement, au niveau du transport, au niveau des routes, des infrastructures, beaucoup d'investissements au niveau de la santé, à l'intérieur du pays notamment, au niveau des écoles, à l'intérieur du pays notamment, au niveau de l'électricité. Beaucoup de plans d'investissement. Vous avez aussi des investisseurs privés qui viennent de plus en plus. Vous avez énormément de startups qui se créent avec des fonds d'investissement qui sont prêts à faire confiance à des startups africaines alors qu'avant, ce n'était pas dans leurs objectifs stratégiques, notamment des investisseurs qui cherchent à avoir à privilégier les notions d'impact. Donc, si vous avez des startups qui sont liées à l'énergie, au transport, à la digitalisation, à la réduction de du secteur informel, ou création d'emplois de manière générale. Exactement, ou dans des industries dans lesquelles il n'y a pas, des industries dans lesquelles l'État souhaite investir de façon stratégique, le médical notamment, ça, vous pouvez être sûr que vous aurez des investisseurs. Si vous avez évidemment tout le business plan qui va à côté. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, donc, j'ai parlé des politiques publiques, j'ai parlé des fonds d'investissement privés, j'ai parlé des industries, qui est le premier employeur de Côte d'Ivoire. Ouais. Il ne faut pas oublier que les industries sont énormément sont une force de la Côte d'Ivoire et que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les FMCG, que ce soit dans les produits chimiques, évidemment le cacao, l'anacade, tout ça, ce sont des grosses machines d'emploi. D'accord. Et enfin, vous avez les services. Souvent, on vous dit que les Ivoiriens aiment être sous la clim et en costume. Il faut savoir qu'à l'époque où Foué, et c'est resté ensuite après, a voulu comparer des modèles tels que la Suisse, à l'époque le Liban, Singapour. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire attirer les sièges des banques, des assurances, des services financiers, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez au plateau tous les sièges panafricains ou ouest-africains de beaucoup de sociétés. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, d'ailleurs, il y a eu, après la crise, je sais que le gouvernement a cherché à rapatrier parce que tous les sièges étaient partis pour des raisons de sécurité en Tunisie. Ecobank, voilà, qui s'installe au Togo. Et ouais, c'est vrai que c'est un enjeu d'un point de vue stratégique, quoi. Et emploi. Et emploi, Bien sûr. C'est simple, quand vous n'avez pas... et puis voilà, il y a aussi une autre chose dont je dois parler, c'est qu'en plus de ces cerveaux, parce qu'il faut... C'est vrai que l'éducation a décliné depuis une quinzaine d'années, et j'espère que ça va revenir parce que c'est la base. Il faut savoir qu'avant, on avait l'élite vraiment des cerveaux et en Côte d'Ivoire. Encore une fois, c'est pas mon patriotisme ivoirien qui parle, hein, c'est une réalité. Vous avez de grandes écoles comme l'INPHB et comme l'ESCA qui sont de très bonnes écoles de formation. Et moi, en tant que recruteuse, quand je vois sur un CV que quelqu'un a fait l'INPHB et l'ESCA, notamment parmi d'autres, je sais que ce sont des gages de qualité. Mais est-ce qu'il y en a assez, Lilia? Parce que voilà, c'est ça le truc. Tout à l'heure, on a peut-être pas approfondi ce point, mais là, on a pris la casquette de l'entrepreneur tout à l'heure, mais on peut aussi imaginer que pour quelqu'un qui vient pour un poste de direction ou de manager, on va se dire, OK, mais quelles ressources on va mettre à disposition pour performer, etc. C'est un vrai problème. Donc, effectivement, maintenant, c'est des formations qui sont nées depuis des écoles qui ont plus de... je ne saurais pas dire, mais je vais dire une quarantaine d'années peut-être, peut-être moins. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui ne sont plus tout à fait d'actualité avec le marché. Et donc, du coup, je reviens sur mes premiers points qui étaient la pénurie de talent. Pénurie de talent liée aux nouveaux métiers mondiaux. Et donc, du coup, j'arrive à rebondir sur tous les points. C'est les jobs. Donc, je vais vous donner les jobs liés à tout ce qui est lié à la digitalisation. Voilà, ça, c'est des métiers dont on manque cruellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces ressources ou ces formations en interne. Donc, je sais que beaucoup essayent d'en faire et j'encourage vivement à créer toutes ces formations, mais on manque cruellement de talent. Je vais vous donner un exemple dont peut-être Kayi et Moulay pourront confirmer. Un très bon community manager, c'est rare. Un community manager qui a une vraie stratégie digitale, qui a une vraie expertise, qui sait rédiger avec un très bon copywriting, qui a une très bonne stratégie digitale, c'est rare.
Pourtant, il y en a beaucoup qui je trouve très, très bons. Ouais. Ah bon? Alors, ça, c'est Kaï. Maintenant, dis la vérité. Donc, au peuple, ça, c'est qu'est-ce qui fait un bon community manager? Alors, quelqu'un qui aujourd'hui, c'est ce qu'il disait. En fait, c'est une capacité d'écriture, mais ça va au-delà de ça. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle le community manager est rare, c'est que dans ce milieu-là, les gens le considèrent comme le bas de l'échelle du milieu de la communication. Ah bon? C'est-à-dire, j'ai fait 1 an de community management, je dis, ah, mais moi, je veux plutôt faire de la stratégie. Alors que, en fait, ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de louper, c'est que le community manager, par définition, c'est lui qui publie les éléments. Et donc, plus il absorbe, en fait, les qualités techniques, que ce soit de design, de production de vidéos, etc., plus c'est lui, en fait, qui a le leverage sur l'environnement. Donc, maintenant, des gens comme notre ami Delvic, par exemple, qui est là-bas, avec ses capacités, en fait, à créer, en fait, du contenu, prennent, en fait, la place du community manager qui en fait, n'a pas travaillé sur lui-même. C'est un peu ça. Donc, maintenant, il y en a même qui, avec tout ce qui est ChatGPT, arrivent à maîtriser le truc et puis voilà. Mais il y a plusieurs fonctions comme ça qui peuvent paraître anodines et au final, les gens font beaucoup néglige, d'erreurs. Je sais que nous, par exemple, le service client est très négligé. Ah oui, toi, tu dois le voir. Tous les métiers de service client, on a pénurie dans tout ce qui est service client et expérience client. Sérieux? Je te confirme, oui. Ah, mais voilà une bonne nouvelle. Oui. Call center aussi. Call center aussi, parce que... Ouais. Et c'est un peu ce que moi je voulais dire, c'est que c'est des métiers en plus qui se transmettent très bien. C'est-à-dire que, et j'aime bien rappeler aux gens, quand une boîte va mal, on va virer le gars de la stratégie avant de virer le community manager. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont glamour, vraiment, mais qui ne sont pas aussi résistants, résilients aux temps difficiles et aussi pas transférables. C'est-à-dire qu'un community manager, toi, tu as raison, il y a la capacité de création. Mais nous, chez nous, par exemple, un community manager, ce que moi, j'attends d'eux, un peu comme j'attends des gens du service client, c'est aussi la capacité d'analyse et de remontée d'informations. Ah oui, mais c'est... T'es celui qui est en fait au front. En fait, t'es celui qui est rajouter l'analyse de la data. Ouais. Et beaucoup d'entre eux, en fait, négligent ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que community manager, c'est juste, je fais ce qu'on me dit, je poste ce qu'on me dit de poster. Et oui, si tu fais ça, effectivement, tu vas rester un community manager bas de gamme, vite remplaçable et pas cher. Mais même pour quelqu'un qui vient de la diaspora, surtout si tu viens de la diaspora, moi, ce que j'évalue souvent, ce que je dis aux gens, nous, on a un community manager, par exemple, c'est un poste chez nous qui est ouvert, souvent. Mais, Léla a raison, beaucoup de gens viennent en disant, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans là, donc j'ai fait plein de postes, je leur dis, ok, qu'est-ce que tu as fait? Ils vont juste me lister toutes les tâches qu'ils ont exécutées. Il n'y a aucune notion d'apprentissage sur des tendances, sur des besoins. C'est-à-dire que je leur dis, par exemple, quel type de contenu tu penses qu'il faut faire le plus? Ils vont me dire, ah oui, c'est vrai qu'il faut de la vidéo. Je dis, ok, tu sais en faire? Non. Tu en as déjà fait? Non. Tu veux apprendre à en faire? Ah oui, peut-être, mais j'ai compris que c'est compliqué. Tu vois, c'est... Mais du coup, ça envoie 2 problèmes parce que tu parles de pénurie. Ouais. Mais également pour ceux qui sont... Enfin, là, on a pris le cas du community manager, mais je suppose que ça existe pour d'autres. C'est la capacité à... comment on appelle? Cette formation continue, à se développer. Donc, la pénurie, elle vient à la fois du fait, en termes de quantité de personnes, et à la fois du fait que les gens ne font pas ce travail-là de développement. Oui. Après, ça reste vraiment une tendance internationale et générale et globale. Et peut-être que c'est lié aux nouvelles générations. Donc, je pense que c'est pas que la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas mettre ça sur les talents de l'Ivoirien, que je trouve au contraire très courageux parce que moi, par exemple, dans mon équipe, on est 12. J'en connais quelques-uns qui font des cours du soir. Donc, après la descente, comme on dit ici, ils vont directement étudier jusqu'à 20h, 22h et étudier les week-ends. Donc, je les trouve très ambitieux. C'est des cours qui coûtent cher aussi parce que, comme on l'a dit, l'éducation et la formation coûtent très cher pour des formations qui sont pas toutes égales en termes de qualité. Et moi, je les trouve vraiment très courageux à ce niveau-là. Donc, franchement, je les félicite. Par contre, par rapport à certaines faiblesses, moi, je mets ça sur le côté structurel. C'est lié aux formations aussi de base qui ne sont peut-être pas à la hauteur ou adaptées à 2024. Marché, ouais. Mais est-ce que tu dirais ça pour la diaspora? Parce que je pense que ce qui va beaucoup intéresser les gens qui nous écoutent, on a, pour info, tu vois, tous ces gens-là, la majorité ne sont pas là normalement.
Oui. Ils sont juste de passage. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être un truc qu'il faut qu'on te dise, c'est que le public qui nous écoute aussi est très souvent diaspora. Et toi, qu'est-ce qui, à ton avis, tu vois qui manque beaucoup à la diaspora quand ils viennent ou quand ils cherchent ici? Alors, justement, quand ils décident de venir et de s'installer, moi, j'aurais dit que le premier point bloquant, et ce que mon client va me dire, c'est « Ah oui, super, mais il coûte combien ?» Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que... Donc, des deux côtés... Des deux côtés, il y a des problèmes. Le sujet de l'argent arrive. Bien sûr. Parce que déjà, il y a votre net qui va coûter, il y a votre brut qui va être plus élevé, et il y a une taxe qu'on appelle, parce que pour les non-ivoiriens, bon, pour les ivoiriens, c'est autre chose, mais pour les binationaux, mais pour ceux, enfin, il y a quand même un coût supplémentaire pour ceux qui viennent d'ailleurs, on va dire, qu'on paye à l'agence emploi jeune notamment. Je crois que des fois, c'est l'équivalent d'un mois de salaire, des fois, c'est plus en fonction de votre statut, etc. Si jamais tu les fais venir en contrat d'expatrié, c'est ça? Ou même même en contrat local. Contrat local. Ah oui, et pareil, parlons du contrat d'expatriation. Oui, le Graal. Le Graal. Alors, merci. Il n'y a pas le Graal. Honnêtement, pareil, encore une fois, hein, moi, je rêve de tous vous placer en contrat d'expatriation parce que, encore une fois, je pourrais me payer ma Porsche d'ici une dizaine d'années, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est simple, hein, faut raisonner comme un businessman. Vous souhaitez vous installer ici. Si vous avez un projet de vie ici qui va au-delà de la carrière et du numéraire, je pense qu'il y a pas des concessions, mais des réalités du marché auxquelles il faut faire face. Transition, tout à l'heure. Vous souhaitez venir vous installer ici, sauf votre chance et votre réseau, vous n'aurez probablement pas un contrat d'expatriation. Déjà, pour la raison simple, c'est que pour être expatrié, c'est qu'il faut que vous soyez envoyé du siège vers une filiale. Donc, ça veut dire que ce serait votre employeur actuel qui vous enverrait en Côte d'Ivoire. Et là, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous demandez à une société locale A, je lui présente votre CV et je dis, voilà, cette personne a le talent qu'il vous faut, je la convainc, vous convaincrez, vous arrivez à attirer son œil. Maintenant, il faut attirer son chéquier. Et là, bon, c'est pas la même chose, quoi. Parce que vous avez un talent local et vous avez vous. Lui, au bout d'un moment, il se dit, bon, est-ce que le rapport qualité-prix vaut la peine de l'investissement? Parce que vous restez un investissement. Donc, si en plus, vous avez envie de lui dire que vous allez rester qu'un an, là, ça va être... Ah oui, parce que l'expatriation, en plus, ça a une durée souvent limitée. Non, mais tout à l'heure, on disait que, voilà, si on décidait, voilà, si on parlait de transition, ne dites pas à votre futur employeur que vous voulez rester qu'un an, parce que là, c'est même pas la peine. Mais ce que tu dis, ce qu'il faut bien... Parce que c'est vrai qu'expatriation, c'est souvent vu... comme le Graal, tu vas dire que, allez quoi, 90% des expatriations se font dans le cadre d'un talent qui part du siège vers un pays. Alors, si vous avez un contrat d'expatriation, tout à fait. D'accord. C'est rare que l'entreprise, donc le grand groupe dont la filiale est basée à Abidjan, se dise, tiens, je vais aller chercher quelqu'un de l'extérieur du groupe pour venir avoir un contrat d'expatriation ici. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, vous avez deux choix. Désolée. Vous avez deux choix. Soit vous avez donc ce côté expatriation, donc vous êtes amené vers un pays pour une durée déterminée. Donc ça, c'est possible. Mais il faut savoir aussi que les contrats d'expatriation au sein même des plus fortes multinationales, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins parce qu'on a une tendance générale de chaque pays qui a tendance à promouvoir les talents locaux. Et parce qu'un contrat d'expatriation coûte énormément cher. Parce que qu'est-ce que comprend un contrat d'expatriation, qu'on s'entende bien? C'est votre salaire. Des fois, vous avez une base vie en salaire et vous avez un salaire dans votre pays d'origine pour subvenir à vos frais là-bas. Vous avez le logement qui est payé. Vous avez la scolarité des enfants qui est payée. Amen. Vous avez l'assurance internationale qui est payée. Vous avez votre cotisation retraite dans votre pays d'origine qui est payée. Et vous avez parfois l'électricité, le gardiennage, les nounous, le chauffeur, le véhicule, bien sûr, les dotations du véhicule.
Et dans les anciens contrats d'expatriation dont j'ai entendu parler, l'épouse avait même le droit d'avoir un petit revenu. Une petite bourse. Oui. Ah ouais. Voilà. C'est le contrat de Kylian Mbappé. Voilà. Non, mais là, tu viens de leur vendre du rêve. Là. Voilà. C'est pas ce qu'il faut. Là, c'est ça le problème. Là, tu parles pas bien aux gens. Retour en 2024. Là, on parlait de 94. Retour en 2024. Oubliez ça, les amis. Voilà, retour en 2024, Covid, post-Ukraine, voilà, enfin, les réalités de la vie fait que, de toute façon, vous aurez évidemment des propositions salariales avec, justement, pour le coup, le guide des salaires pourra vous aider, que vous pourrez télécharger ou demander à CAI. On le mettra dans le C'est quoi la plus grande question, du coup, qui revient quand tu as un talent de la diaspora? On va essayer de voir si c'est le même type de questions que vous posez. C'est systématiquement le salaire ou enfin quelle est la question qui revient? Et c'est bien normal. J'ai envie de vous dire, on travaille tous pour gagner de l'argent et pour le coup, je comprends. On a tous des charges, des ambitions, mais par contre, ce que je vous conseille, moi, c'est que si vous décidez justement que votre projet est clair et que votre motivation est claire, soyez accompagné d'un recruteur ou d'un expert ou quelqu'un qui est d'un entrepreneur qui vous conseillera le salaire le plus adapté à la qualité de vie que vous voulez avoir ici. Donc, un célibataire sans enfant n'envisage pas son retour au pays ou son envie de venir en Côte d'Ivoire de la même façon qu'un couple avec 3-4 enfants. Pour les mêmes raisons que Philippe a évoquées, parce que le coût ne sera pas le même. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez avoir un contrat local et vous aurez, a priori, sans vouloir démotiver, j'essaie juste d'être la plus réaliste possible, un contrat local, mais ce qu'on appelle ici un contrat local amélioré. C'est-à-dire qu'on vous donnera des avantages qui seront en plus du salaire, tels que une aide au logement ou un billet d'avion ou peut-être une assurance santé internationale ou peut-être une aide à l'éducation des enfants. Ou une prime de déménagement, des fois. Oui, tout à fait, une prime de déménagement. Ce concept, alors je ne savais pas qu'il y avait un terme, contrat local amélioré, mais je pense qu'il va peut-être vraiment, vraiment concerner une bonne partie de notre audience, parce qu'on a parlé du community manager, du service tel, on a parlé de l'expatriation, mais là, effectivement, la question que j'en se pose souvent, c'est je suis cadre. Standard. Voilà, je suis cadre en France. Et là, qu'est-ce que j'ai quand je vais en Côte d'Ivoire? Et souvent, le terme contrat local, on se dit, on voit que le montant, finalement, qui est assez bas. Mais là, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que au lieu de faire des demandes qui se rapprochent de ce que vous avez entendu sur l'expatriation, essayer d'avoir tout simplement l'un des meilleurs contrats de cette société en question en essayant de négocier les points que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire pas que le chiffre, quoi. Bien sûr. Donc après, il y a des réalités. La Côte d'Ivoire ressemble beaucoup à la France, notamment sur certains sujets, mais vous aurez accès à une assurance locale. Qui est de qualité. Vous aurez accès à la cotisation retraite qui est stable. Après, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, c'est une caisse d'épargne et de prévoyance qui est stable et sécure et qui est l'une des plus riches caisses de Côte d'Ivoire, il faut savoir. Et ensuite, vous aurez accès à ce qu'on appelle ici gratification au 13e mois. Vous aurez accès à des bonus sur les performances également. Donc, vous voyez, le système de rémunération est assez similaire à ce qu'on peut retrouver en France notamment. Vous avez droit à des dotations, on appelle ça carburant, transport, dotation téléphonique. Donc, ça aussi, c'est des compléments de revenus. Vous aurez facilement accès à un véhicule aussi. Un véhicule de service en fonction de votre catégorie et de votre poste également. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages qui sont offerts. Encore une fois, ce serait plus peut-être du face-to-face pour savoir ce à quoi vous pouvez prétendre et quelles sont les entreprises qui embauchent. Parce qu'il y a aussi une réalité. Les grandes multinationales, et ça, c'est quelque chose qu'on voit plus d'ailleurs ici qu'en France ou ailleurs, une multinationale ne paye pas de la même manière qu'une petite PME ou TPE locale, ce qui est normal. La petite
je vais prendre l'exemple de petits cabinets d'expertise comptable, ne paye pas son comptable comme le comptable chez Bolloré ou chez Deloitte. Voilà, c'est des réalités ici qui sont assez importantes et que j'ai observé quand j'ai fait justement l'étude des salaires. Vous avez quand même, et c'est souvent ce qu'on m'a remonté, c'est-à-dire, mais attends, comment on peut avoir un écart de 2, 3, 4, 5 fois le salaire entre votre minimum et votre maximum? Oui, mais c'est une réalité du pays. Vous êtes dans un pays en développement, donc forcément, tout le monde n'évolue pas de la même manière et chacun, si on dit chacun va où la poche nous emmène. Donc moi, je peux payer un comptable à X 1000, bah, Deloitte, il peut payer son comptable à X 1000. Voilà, c'est... Mais après, les comptables peut-être ne se valent pas aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas eu la même formation. Exactement. Ils n'ont peut-être pas eu le même parcours, ils ne parlent pas les mêmes langues aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui sont à comparer également. Mais du coup, c'est exactement la question que j'allais te poser, parce que bon, moi, je suis un grand consommateur de ton guide des salaires, du coup, parce que chez nous, on a un benchmark qui détermine les salaires de tous les métiers, et donc le guide des salaires que tu as fait sert de base pour la plupart des métiers. Du coup, donc, non, mais merci à toi, tu nous as simplifié la vie, parce que je peux te dire qu'avant ça, c'était la guerre. Une fois que tu as sorti cette information, parce qu'en fait, en tant qu'employeur, c'était compliqué de leur dire, non, mais c'est vraiment ça sur le marché. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est vrai que les gens m'ont remonté ce que tu disais, c'est-à-dire que nos employés sont allés regarder, disent, mais pourquoi tu mets dans ces catégories? Typiquement, parce que je vois que le service client là rapporte plus que celui qui est là-bas. Je leur dis, mais parce qu'en fait, il faut comprendre, ton salaire est aussi une fonction de la marge que ta boîte fait. Et de la taille que ta boîte fait. Donc, les gens n'ont pas tendance à se poser cette question, en fait. Mais tous les métiers n'ont pas la même valeur, quelle que soit la société ni l'industrie. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des exemples. Alors, je ne sais pas si de tête, tu es capable de faire ça, mais dans la grille des salaires, où sont les endroits où les gens sont le plus payés? Où ont le meilleur gap? C'est-à-dire que si on prend toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, c'est quoi l'industrie? Parce que là, tu as parlé des métiers qui manquaient, mais un peu les industries, les telles sociétés, les types de sociétés sur lesquelles il faut aller. Alors, c'est simple, bon, alors déjà, c'est les sociétés multinationales qui, en général, permettent d'avoir les meilleurs avantages et d'avoir les meilleurs salaires. Mais aussi, c'est simple, hein, c'est là, comme je le dis, c'est là où il y a le shortage de talent. Donc, je vais vous donner un exemple que j'ai observé en 2022. Et là, en 2024, je trouve que ça va mieux. C'était les achats. Alors, vous n'avez personne en achat. Vous étiez acheteur, notamment dans tout ce qui est de la distribution. Je note ça pour mes gens. Vous étiez... trop tard. C'est ça. Tu sais que c'est un acheteur, ce gars-là. Ah, tu es acheteur à la base? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais te galérer de notre petite vue, là. Mais tu pourrais être millionnaire, là. Ah bon? Ah bon? On dirait qu'on va arrêter cette affaire de communication, là. Attends, et un acheteur créatif, en plus? Ah oui, mais attends. On peut faire mon entretien, là. Là, il est content, là. Ah oui. Mais monte ta boîte d'achat, mec. Direct. Mais c'est pas la blague. Moi, les achats, à l'époque où j'ai laissé, bon, c'était un peu le truc. On nous avait dit que ça deviendrait à la mode, mais... Ah bon? Je savais pas. Alors là, je peux te dire que vraiment, c'est jackpot. Moi, non, mais je sais exactement pourquoi. J'ai galéré. Alors déjà, parce qu'on réduit les coûts. En fait, et c'est eux qui sont là pour optimiser tous les contrats. Puis surtout, dans ce qu'on vous disait tout à l'heure, dans tout ce qui est process, accès à l'argent, etc., vous êtes obligé d'avoir un département achat. Plus vous vous formalisez, plus vous processez, plus vous avez besoin d'acheteurs de qualité. Donc moi, je prends l'exemple de la distribution. Vous pensez à Auchan qui s'est installé ici, vous avez Carrefour, vous avez Prosuma, vous avez CDCI, etc. On ne peut pas être dans la distribution sans avoir des acheteurs. Et chaque acheteur est spécialisé. Et si en plus vous êtes acheteur dans tout ce qui est frais, donc ça, acheteur frais, je vous explique c'est quoi. C'est-à-dire que vous devez acheter tout ce qui est fruits et légumes et tout ce qui est denrées périssables, mais rapidement. Donc pour le coup, vous êtes plutôt en local. Et ça veut dire aller dans tous les marchés, aller à l'intérieur, aller acheter aller négocier le poulet, la tomate, le concombre, la courge, etc. Donc c'est sympa, ça. Mais est-ce qu'on a des acheteurs ici? Non. Ah, jackpot. Ouais, c'est pas grave, tu te reconvertis. On m'a envoyé le CV. Faut envoyer, elle envoie, tu entends, elle prend, commission. Mais du coup, oui, est-ce que ça marche bien la transition d'un type d'acheteur à un autre, d'une industrie? Il y a des acheteurs en ligne. Alors moi, j'ai une autre qualité à vous donner par rapport à la Côte d'Ivoire et je pense que j'en suis l'exemple. C'est qu'ici, on vous donne votre chance. Et c'est là où j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de changer de carrière, que vous en avez marre de votre métier, que vous voulez vous spécialiser dans autre chose et que le pays dans lequel vous venez est un peu sclérosé, on a du mal, on a besoin de voir le diplôme, on a besoin on voit votre CV, on vous base sur l'expérience. Honnêtement, et encore plus quand vous passez par un recruteur, on vend votre profil de telle façon qu'on vous fait confiance parce qu'ici, on fait énormément confiance aux soft skills.
Oui, mais... Vraiment. Et je peux vous assurer que si vous avez des bons soft skills, que vous avez montré que vous êtes dévoué, intègre, courageux, travailleur, et que vous êtes capable de faire preuve de proposition liée à moderne, on va dire, je peux vous assurer que même si vous êtes acheteur dans le public et qu'on veut vous mettre, je sais pas moi, dans la logistique ou la gestion de stock, enfin, Ouais. Enfin, toutes les boîtes, moi, les chasseurs de tête qui me connaissent, les gars, micro. Vous êtes un très bon profil. Ouais. Oui, la langue aussi, c'est très important. Donc, ça aussi, c'est un très bon argument. Parler bien anglais, ça aide? Énormément. Ouais. Énormément. Mais écoute, je parle pour le peu. Pourquoi vous m'agressez? Non, mais tu fais la question. Bon, okay. Non, c'est une vraie question parce que je pense qu'il y a des gens qui ne valorisent pas particulièrement ça. Parce qu'en France, franchement, oui, c'est un atout. Mais les gens ne se disent pas qu'ici, ce serait un atout. Ouais. Je pense que les gens ne se disent pas forcément « je parle bien anglais, donc c'est un atout ici ». Je vais vous donner un autre exemple. Oui. J'ai été mandatée pour construire tout le codir d'une société autrichienne. Et parce qu'elle est autrichienne, on n'avait même pas demandé est-ce qu'ils parlent allemand, ça serait compliqué, mais on a demandé est-ce qu'ils parlent anglais. Donc, contrôleur de gestion, ressources humaines, marketing, directeur d'usine, responsable maintenance, voilà, tout ça. Bah, vous savez combien j'ai eu du mal à trouver des gens qui savent parler et écrire en anglais. Donc, on n'était pas sur du bilingue, mais on était sur un professionnel plus, parce qu'il faut qu'ils puissent communiquer. C'était très compliqué et le marché m'a montré qu'à partir du moment où ils maîtrisaient une langue, et eux-mêmes ne le savent pas, c'est mes datas qui me l'ont montré, ils étaient à plus 20% de salaire. De salaire? Ouais. Quand tu parles un bon anglais. Ouais, c'est-à-dire que mon contrôleur de gestion dont j'avais le budget pour 1,5 million, donc ça fait 2 500 € à peu près. Ah, un contrôleur de gestion, pas mal ça. Ouais, 2 500 €. Bah, finalement, je ne l'ai jamais trouvé à moins de 2 millions, 3 000 €. Ouh! Attends, tu cherches un contrôleur de gestion? J'ai cherché, j'ai trouvé. Mais il a eu 20% en plus! Non, mais il a eu 20% en plus! Parce que j'ai un bon profil. Un bon petit qui est là-bas. J'ai un bon profil. Mais du coup, c'est super intéressant. Est-ce que toi, tu préviens quand tu as des profils comme ça que tu cherches, tu trouves pas? Comment les gens peuvent savoir? Alors moi, maintenant, avec chasseurs de tête. Avec l'expertise, oui, maintenant, je commence à dire, mais justement, cette fois-là, c'était vraiment une observation que j'ai faite. Et puis, vous savez, le chasseur, le recruteur, on a toujours tendance à croire qu'il veut vous arnaquer parce qu'il veut vous placer les plus hauts salaires pour avoir la meilleure rémunération. Pas du tout. Parce que nous, notre but, c'est de recruter le plus vite possible pour pouvoir passer à autre chose. Plus la mission est longue, plus on perd de temps et des fois, on gagne pas du tout d'argent dessus. Un directeur d'usine que je cherche pendant 1 an, je peux vous dire que peu importe la facture qu'il va me donner, je vais rien gagner dessus. Ma team est démotivée, enfin, le client est énervé, enfin, franchement, non. Mais par contre, une chose est vraie, c'est qu'il y a des choses que j'observe et que j'observe encore tous les jours. Je peux vous donner un exemple. Une autre raison de venir s'installer en Côte d'Ivoire pour quelqu'un qui vient de la diaspora ou un afro-descendant ou peu importe, bah, on est mieux rémunéré en Côte d'Ivoire qu'à Abidjan qu'à Dakar. Et ça, je l'ai observé en faisant le guide des salaires. À 10-20%. Il y a un écart de 10 à 20%. Sans problème, vous le regarderez par vous-même. Et pourquoi? Ça, je peux pas vous l'expliquer. Pour le coup, mon analyse s'arrête là. Pourtant, il y a toujours un débat pour dire Dakar est plus cher qu'Abidjan, Abidjan est plus cher que Dakar. Ça, je saurais pas. Est-ce qu'il y a moins de pénurie de talent au Sénégal? Sûrement. Et ce qui fait que les salaires augmentent ici parce que, bah, du coup, au bout d'un moment, vous devez embaucher et vous embaucher au prix du marché. Peut-être. J'avoue, je me suis arrêtée là dans mon analyse. Ok, super intéressant. Après, ce qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est que à Abidjan, on est de plus en plus en tant qu'employé en concurrence, enfin en tant que candidat à un emploi en concurrence avec des profils locaux qui effectivement sont de mieux en mieux formés, mais également avec des profils internationaux qui viennent, qui s'installent. Donc ça demande vraiment, moi j'ai envie de parler d'humilité parce que il y a un truc qui m'a souvent frappé, on en a déjà parlé avec Moulay, c'est que il y a des jeunes qui sont en Europe et qui se disent ben, quand je vais rentrer en Afrique pour améliorer mon cadre de vie, enfin tout ce qui est mon lifestyle, etc. Ok. C'est vrai, mais comme dans plusieurs destinations, il y a des
éléments sur lesquels vous allez gagner en confort de vie, mais d'autres où ça va être compliqué. Est-ce que je voudrais qu'on tue une idée reçue que quand tu vas travailler dans une entreprise en Côte d'Ivoire, ça va être plus simple en termes d'intensité de travail. Parce qu'en fait, ça bosse beaucoup dans les entreprises. Et parfois, voilà, on te demande de faire des horaires qui sont assez costauds. Ouais. Alors, c'est clair que c'est pas parce qu'on est sur les tropiques et qu'il fait chaud et qu'on aime faire la fête qu'on bosse pas. Et je vais vous donner juste un exemple. Levez-vous le matin. Pour ceux qui ont tendance à bosser, regardez à quelle heure commencent les embouteillages le matin. Ça commence tôt. Ça commence très tôt et ça finit très tard. Ça montre que les gens bossent. Il y a une classe moyenne qui est grandissante et qui ne fait que grandir. Et je vous donne un autre exemple. Sur les routes, voyez le nombre de plaques WW qui sont les plaques neuves. Oui. Ça, c'est des gens qui ont accès à un crédit pour s'acheter leur propre véhicule. Et c'est le peuple ivoirien est consommateur, il a faim, il est ambitieux, il veut accéder à la classe moyenne. Et la classe moyenne ne fait que grandir, même si évidemment on a des laissés pour compte malheureusement, mais on y arrive. Et ça aussi, je pense que en ce moment, on est sur humilité. Je pense qu'aussi, c'est important de se dire que vous êtes face à des talents locaux qui sont de potentiels concurrents. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué et qu'on me dit souvent, c'est-à-dire que la jeunesse dit souvent, on vous attend pas en fait. On avance. Soit vous l'êtes avec nous, soit pas. Mais il n'y a pas de... Donc, et je pense que aussi quand vous venez vous placer, que vous venez chercher du travail, soyez humble et montrez votre expertise et ce que vous pouvez apporter. Montrez votre positionnement. Et évidemment, vos profils sont des profils que chaque recruteur adore. De par votre internationalisation, de par votre ouverture d'esprit, par les process que vous avez pu avoir et que vous pouvez apporter aussi dans les entreprises. Mais oui, effectivement, on bosse beaucoup. On bosse beaucoup. Et le point qui moi, m'intéresse, c'est que la contrebalance de ce que dit Kai, c'est que je trouve qu'ici, ça progresse quand même vite. Alors, je sais pas si toi, dans ton exercice, parce que c'est vrai que dans les salaires, c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué aussi. Ce que tu as très bien fait, c'est que dans ton guide des salaires, c'est effectivement indiqué le nombre d'années d'expérience. Et les gens ont tendance à oublier cet aspect dans leur calcul. Ils se disent juste, ah, j'ai fait ce métier, mais ils se disent pas, je l'ai fait depuis tant d'années, j'ai tant d'années d'expérience pertinente par rapport au secteur. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as peut-être remarqué qu'il y a quand même une progression, parce que je ne sais pas comment ça pourrait se mesurer, assez rapide? Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que je connais beaucoup de gens qui sont arrivés ici, de la diaspora, qui, grâce à leurs soft skills, se retrouvent à avoir très vite des responsabilités supplémentaires. C'est-à-dire que les soft skills qui sont très développés et très poussés dans des environnements où tu es minoritaire, quand tu arrives ici, te permettent de croître assez vite. Donc, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as mesuré. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, c'est ce que je conseille d'ailleurs à tous ces talents qui arrivent en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je leur dis. Prenez une bonne première opportunité. Ne négociez pas trop votre salaire à la hausse. Basez-vous sur le prix du marché. Et croyez-moi, faites-moi confiance. Quand je vous dis qu'ici, on fait confiance aux soft skills et rendez-vous indispensable auprès de votre employeur et vous verrez que votre carrière va évoluer. Et ça, franchement, je peux vous donner 5 à 10 exemples juste en 2023 de personnes que j'ai eues. Il y en a une qui était, j'espère qu'elle se reconnaîtra, responsable de site d'un mall très prestigieux ici. Elle vient d'être promue au bout de 11 mois. 11 mois? Ouais, 11 mois. Bien. Avec salaire qui a augmenté et là elle est sur plusieurs filiales et elle est augmentée de... Mais voilà, justement, c'est un peu là le shortage. Genre on a doublé son salaire? Venons un peu du rêve. Non, je sais pas, je pense qu'on est autour de 25% de plus. En 11 mois? Mais c'est déjà pas mal ça. C'est déjà mieux que les 5-10% d'augmentation qu'on peut avoir. Annuel, et ça c'est si l'inflation te permet. Sinon... mais voilà, donc je veux dire, mais elle bosse énormément et justement, elle n'avait pas du tout les compétences pour ce job. Elle était juste juriste à la base. Elle était juriste? Ouais. Et elle a fait du facility management. J'ai convaincu le client de la mettre dedans. Il l'a adorée. Et encore, il y a 2-3 jours, on m'a demandé si c'est moi qui l'avais placée. On m'a dit, mais elle est géniale, cette fille. Bon, j'ai répondu un peu prétentieusement. J'ai dit, je sais. Je sais avec. Donc oui, donc juriste, facility manager et 11 mois plus tard, responsable de multiples sites. Donc retenir que si vous avez dans un coin de votre tête un changement de carrière,
pas hésiter. Enfin, pas hésiter. Mais après, ça se prépare. Et Non, mais puis, comment ils préparent tu accompagnes également les candidats ou tu es plus focus Alors, entreprise? j'avoue, j'ai toujours été plus focus sur le client qui est celui qui rapporte l'argent. Je ne me rémunère pas sur le candidat ou sur le talent. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas nous chez. Ah oui, donc dans personne notre peut te cabinet. payer pour que tu les coaches. Non. Par contre, je le fais forcément de facto quand je positionne quelqu'un. C'est-à-dire que je vais l'accompagner, je vais lui expliquer ce que veut le client, je vais lui expliquer tous les détails. Et souvent, notamment pour Afrique et Diaspora, Investir en Afrique, qu'on avait fait à Paris avec Philippe Simo, j'avais du coup pris en entretien toutes les personnes qui m'avaient envoyé leur CV. Et ça, c'est un peu une réalité que j'ai remarquée, c'est-à-dire que c'était, moi, je veux bien venir, mais seulement en contrat d'expatriation, et je veux la sécurité sociale, et je veux la retraite, et je veux ci, et je veux ça. Et au bout d'un moment, j'étais obligée de leur dire, si tu veux absolument les mêmes avantages qu'en France, reste en France. Parce que nous, on ne sera jamais capable de t'offrir tous les avantages que tu as en France, parce que la France, c'est quand même, on ne se rend pas compte, mais oui, c'est ça aussi qu'il faut dire. Vous avez une société, un système qui franchement, c'est le Graal. Donc, si vous y allez et que vous avez peur de perdre votre sécurité, restez où vous êtes, en fait. Parce que, pour le coup, moi, je compare ça un petit peu à un peu, vous savez, la conquête de l'Ouest quand on allait en Amérique. Bon, il n'y a que ceux qui étaient avec leurs chevaux et qui y allaient et tout. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous prenez des risques. Il y a un risque financier possible. Il y a un risque pour votre famille possible. Et d'ailleurs, vous aviez posé la question, je crois que c'est monsieur là-bas qui disait, moi, si demain vous souhaitez être entrepreneur, je ne peux que conseiller à votre épouse de vous accompagner et d'être employé. Il faut balancer les risques. Vous sécurisez le risque et surtout, vous permet à tous les deux de vous socialiser et de comprendre un peu comment ça marche, parce que aussi la culture du travail est différente. La gestion du temps est différente. La gestion du oui est différente. Le non est différent. Donc tout ça, c'est des choses, c'est des choses c'est de l'intelligence émotionnelle et managériale et culturelle que vous n'apprendrez que sur le terrain, que personne d'autre peut vous expliquer. Il y a oui et il y a oui, mais faut savoir quand c'est oui et quand c'est oui pas trop quoi. Voilà. Tout ça, et la gestion du temps, dans 24 heures c'est bon. Oui. Non, ça veut dire c'est bon. C'est mort. Ça sera pas vrai. Mais tu as des cas où des personnes sont revenues et sont reparties? Alors, personnellement, j'en ai pas expérimenté. C'est pas grâce à moi ou quoi, mais j'en ai pas vu dans mon entourage. Mais par contre, j'en ai beaucoup entendu parler. Et ça, je pense que c'est parce qu'ils s'étaient mal préparés. Toujours. Franchement, je pense qu'ils s'étaient mal préparés et je pense qu'ils avaient mal compris ce que c'était que la Côte d'Ivoire. Et il y a des attentes, peut-être comme disait Philippe. Mais tu sais à quel niveau? Est-ce que c'est par rapport à ce dont tu parles? Alors moi, j'ai entendu souvent les échecs que j'ai de recrutement de mes clients, c'était souvent lié au management. On ne manage pas en France comme on manage en Côte d'Ivoire. On ne manage pas un Ivoirien de la même façon qu'on manage un Marocain, de la même façon qu'on manage un Allemand ou un Autrichien, c'est clair. Et du coup, il y a un petit peu cette adaptation qu'il faut avoir qu'il faut apprendre quand on cherche un emploi. Et ça aussi, c'est un risque aussi que l'employeur prend et que je pense que c'est une donnée à prendre. C'est-à-dire que vous venez avec vos forces, vos expertises et tout, mais il y a une autre chose que vous n'avez pas, c'est l'expertise locale et pays. Donc du coup, lui aussi, c'est un risque pour lui parce qu'il dit, mais attends, moi, je vais la payer ce salaire. Elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire, elle ne connaît pas le management, elle ne connaît pas le pays. Je vous donne un exemple, un commercial ou quelqu'un dans la distribution, même un acheteur. Mais vous n'avez aucun réseau. Même si vous avez les meilleurs process du monde, est-ce que vos process ils sont applicables en local? Est-ce que les délais, vous saurez les anticiper? Est-ce que même rien que les notions de transit, d'import, de douane, de juridiction, de réglementation, est-ce que vous saurez l'anticiper? Il y aura forcément un grand moment d'apprentissage. Et là, je vous dis, c'est plus qu'1 an. Enfin, c'est simple. N'importe quel recruteur vous dira que pour exceller dans votre poste, il faut que vous restiez au moins 3 ans dans le même poste. Alors pour vous, ce sera 3 ans très intenses. Donc si on pose la question de est-ce que vous allez travailler beaucoup? Oui. Vous allez travailler encore plus que les autres parce que vous avez quelque chose à prouver. En venant là, c'est sûr. Et c'est important parce qu'une autre chose que tu évoques là, moi j'ai l'exemple de ma sœur par exemple, qui était un bon exemple pour quelqu'un qui s'est intégré parce qu'elle a quitté la France, elle travaillait chez JC Decaux, donc elle était quand même bien, mais c'était pas extrêmement payé. Tu vois, elle n'était pas... Aujourd'hui, quand tu regardes, elle a quasiment le même salaire ici. Mais quand elle est arrivée, elle n'avait pas l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et elle, dans le marketing et la com,
Si tu connais pas le pays, c'est plus dur. Donc, elle a dû au début être prête à prendre des petites missions. Le premier boulot qu'elle a fait, je crois qu'elle touchait même pas un tiers de ce qu'elle gagnait en France. Mais avec ce boulot-là, elle a commencé à collaborer avec des gens ici. Elle a commencé à connaître un peu les clients idéaux, les campagnes qui marchaient, les influenceurs qui comptaient. Et après, elle a pu postuler à un autre poste où là, par contre, elle avait l'expérience des 6 mois qu'elle a fait à tester. Et là, maintenant, elle a quasiment le même salaire, voire plus, avec le cadre de vie qui est bien meilleur. Transition. La transition est là. Donc, il y a quand même, comme tu dis, un effort que les gens ne voient pas, mais qui, en fait, tu peux pas mesurer le succès d'une installation à J+2. Et c'est ça le problème, c'est que les gens vont regarder le LinkedIn de ta sœur et se dire « Ah ouais, elle a été à JCDecaux et maintenant elle est là sans savoir qu'il y a eu ces mois. » Mais oui, les 6-7 mois sont pas dans son CV. Ouais. De galère. Ça, c'est que si tu viens lui parler qu'elle va te dire « Ah oui, j'ai galéré. » Et même elle, peut-être spontanément, elle n'a même pas y penser. Parce que c'était une étape pour elle. Donc, si tu lui demandes où elle en est aujourd'hui, elle va dire « Ah oui, j'ai pu. » Mais elle a pris le risque. Pareil pour son compagnon, qui lui, mon beau-frère, il est arrivé, il a laissé un poste aussi confortable là-bas, et il a changé de type de métier quasiment. D'où l'importance, on n'a même pas fait de petite pause promo. Ah oui, pour notre programme, comment s'installer en Côte d'Ivoire en 2024, c'est important parce que... Non, mais je veux vraiment insister sur le fait que dans la plateforme du programme, il y aura un espace où toutes les personnes qui ont le projet de s'installer en Côte d'Ivoire pourront échanger. Oui. Et des gens aussi qui l'ont déjà fait pourront également échanger. Et parce que ce qu'on vient de dire, c'est important. La sœur de Lai, c'est pas quelque chose qu'elle va mettre en avant dans son CV. C'est pas quelque chose qui est spontané chez elle. Mais si on en parle, eh ben, du coup, vous aurez les bonnes informations. Donc, ne pas juste se fier à... Voilà, quelqu'un qui a mis une story en disant ouais, voilà. J'ai décidé de tout lâcher, mais non, je suis en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, sans vous expliquer ce qui s'est passé entre les deux. Sachant que nous, on peut aussi aider, et comme disait Léla, effectivement, c'est que nous, on peut aussi vous pointer des profils comme ça. Aujourd'hui, c'est assez rare que tu viennes nous dire une industrie ou un sujet où on connaît personne. C'est très rare, objectivement. Entre nous deux, et si on étend un peu ici, on trouve. Donc, on peut regarder des profils de gens qui sont rentrés dans la même industrie et peut-être vous présenter. Mais ce qu'il faut, c'est être humble, c'est-à-dire venir pour comprendre. Si vous venez, comme a dit Leïla, en disant « je veux ça, 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 sinon je viens pas », mais venez pas en fait. Et le vrai problème, c'est que les gens qui me disent ça, et moi, ce qui me fait rire d'ailleurs, c'est que les gens souvent ont une mauvaise compréhension de d'où viennent les avantages qu'ils ont. Cette fameuse sécurité sociale, d'où elle vient. Ils viennent des impôts qu'ils payent, c'est-à-dire qu'ils n'y pensent pas ça par contre. Donc, quand tu demandes à quelqu'un en France comment tu payes d'impôts, tout le monde tire la grimace et à peine maintenant ils peuvent répondre. Depuis qu'on les prend à la source, ils commencent à être un peu mieux éduqués. Mais en fait, ils oublient ce coup-là. Et après, je te parle pas de la TVA, de 15 000 autres trucs. Donc, il y a 15 000 autres façons dont ce système existe. Donc, je pense que peut-être les gens, ce que moi je peux aussi dire dans le programme quand tu as abordé aussi, c'est oui, il faut avoir, avec ce guide que tu as créé, que moi je trouve être vraiment fantastique, les gens peuvent avoir un vrai baromètre sur lequel ils peuvent viser. Ils peuvent se dire, ok, je vise ça. Voici mon expérience. Et il y a aussi une évaluation personnelle qui doit être faite avant. C'est que les gens, des fois, ils viennent, ils n'ont pas regardé avec mon expérience, avec truc, combien je gagnerais en vrai. Et donc, si je peux me permettre de demander, est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont en tension du coup auxquels tu as parlé? Parce que là, achat a eu vraiment une belle promo. Hein, donc, tu risques d'avoir beaucoup de gens qui parlent des achats. Après, on va prendre les questions. C'est ça, après, on prend les questions. C'est peut-être d'autres choses. Bien sûr, tous les métiers techniques. Alors, tous les métiers liés à la digitalisation, ça, je l'ai dit. Donc, le digital, ça va à fond. Ouais. Ça, on te demande souvent. Ouais, énormément. Tout le monde se digitalise, que ce soit l'industrie, le service. Marketing, vous prenez? Oui, bien sûr. Ok. Du coup, il y a tout ce qui est lié à la digitalisation. Elle te dit pas, mais elle essaie régulièrement de prendre des gens chez moi. Hop là! Les bifs, ça, c'est les histoires qui nous intéressent. Donc, régulièrement, tu dois protéger ton bétail. C'est parce que tu ne veux toujours pas être cliente chez moi. Sinon, moi, je chasse pas chez mes clients. Allez! Donc, il faut que tu prennes des gens chez elle. Comme ça, elle te laisse tranquille. Si tu me donneras des mandats, bah, ce jour-là, je pourrais plus. Ok, on va parler en off. On va parler en off, faut gérer ça. Exactement. Non, du coup, les développeurs, tout ce qui est lié aux développeurs. Ah ben tiens. Les langages, Python, SQL, etc. Ça, t'en as plein. Mais ça aussi, tout ce qui est responsable infrastructure, tout ce qui est lié à la data, aux connaissances data science, data analyst, etc. Ça, tu aimes bien. Donc ça, on en a besoin énormément. Et après, c'est tout ce qui est lié aux métiers techniques. D'accord. Qui sont liés aux différentes industries. Donc,
tous les métiers liés à la maintenance, à la technique, liés... Contrôle qualité, non? Exactement. La qualité, quoi qu'on a pas mal de bons qualiticiens ici. D'accord. Mais pourquoi pas. Mais c'est surtout aussi les métiers techniques liés à l'industrie. Ça, vraiment, on a vraiment pléthore de... Enfin, on a vraiment un grand manque. Et pour le coup, ben, nous, on est réduit à aller chercher au Maghreb. Sérieux? Ouais. Qu'est-ce que t'appelles métier technique? Parce que j'avoue que j'ai du mal à visualiser. Un responsable technique d'usine, un responsable maintenance d'usine, un responsable d'usine, un responsable industriel. Plutôt? Oui, ce sont des ingénieurs. C'est plus ça, hein, parce que du coup, j'essaie de voir pour le... Notamment avec des nouveaux process d'automatisation aussi, de machines. Donc, voilà, c'est souvent des ingés dans l'agro, tout ce qui est lié au caoutchouc, à l'anarcade, au cacao. Et puis aussi, on a un gros besoin de métiers dans le pétrole, parce que comme vous le savez, on a découvert des gisiers de pétrole et de gaz en Côte d'Ivoire. Donc, ça me permet du coup d'être un peu patriote encore une fois. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire? Exact. On nourrit l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. Exactement. Tout à fait. On envoie le courant au Ghana. On met bien tout le monde dans la région. Donc, que ce soit la mangue, l'ananas, la banane, la tomate, le concombre, la salade, on produit tout. On a le poulet. Il faut savoir qu'il y a des pays où on ne cultive pas le poulet, le Niger notamment, et nous, le Tchad. Bah, nous, on est fort en volaille. Mais au-delà de ça, de son riche sol, on a du manganèse, on a de l'or, on a des diamants, on a du... Donc, tous ceux qui ont des expériences dans ce monde-là, exactement. Des miniers. Tous les métiers des mines. Alors là, si vous voulez faire un bon jackpot et avoir un bon salaire, alors les mines et le pétrole, là, vous êtes bien. De toute façon, ça, pour le coup, c'est vrai dans le monde, partout dans le monde. Oui, c'est vrai. Faut-il avoir les gisements, ce qui est le... Ouais. C'est le cas maintenant. On a du gaz, on a du pétrole, on a les services bancaires, on a le métier de service, on a des grosses industries qu'on n'a pas ailleurs, honnêtement, en Côte d'Ivoire. C'est assez large. On a les plus grosses industries d'Afrique de l'Ouest. Donc, si vous voulez venir vous installer, si je dis franchement, c'est vraiment en Côte d'Ivoire qu'il faut aller d'abord vous tester, quoi. D'accord. Mais c'est pas le cas au Sénégal, par exemple, tu dirais tout ça. Alors, le Sénégal, la structure du Sénégal est différente. C'est beaucoup dans le tourisme, énormément. Ils ont des industries aussi. Ils ont un sol riche, mais beaucoup moins riche que la Côte d'Ivoire. D'accord. Et je crois que eux, c'est vraiment beaucoup le tourisme et les services aussi. D'accord. Ouais. Mais quand tu parles des industries bancaires, là, parce que je sais que les gens ici, beaucoup de gens aiment finir chez Orange ou dans les banques, là. C'est comment ça? C'est compliqué? Tu dirais quoi pour ça? De l'extérieur, les gens aiment bien aussi les multinationales parce que c'est des marques qu'ils connaissent. Ouais. Et donc, je ne sais pas ce que tu peux te dire un peu sur ce sujet, parce que bon, avant qu'on ait les questions, je pense que c'est quand même un point qu'il faut qu'on traite. Là, je vous dirais, c'est un peu stratégique. Et pour le coup, c'est là que c'est important de vraiment chercher. Tout le monde va avoir les mêmes réflexes que vous et tout le monde va prendre les grandes multinationales et aller postuler. Donc, c'est pour ça que ces grosses boîtes-là, en général, n'ont pas besoin de recruteurs. C'est parce qu'ils ont une marque employeur telle qu'ils vont recevoir 1000 CV et pour un poste de DRH, s'ils ont 2, 3, 4 000 candidatures, eux, leur challenge, c'est d'éplucher les candidatures. C'est pas de les recevoir. Donc, tout dépend votre velléité, vos ambitions et tout dépend votre expertise aussi. Si vous êtes dans les telcos, je vous dirais bien sûr, aller chez Orange, MTN et Move, c'est plus simple. Mais si vous êtes malin, vous allez plutôt aller dans les fintech. Parce que dans les fintech, vous avez beaucoup de talents dans les telcos qui sont demandés et ce sont de très bons employeurs et ils ont fait de super levées de fonds et ça aussi, j'ai des exemples de fintech où j'ai recruté pour eux et ça se passe très bien pour des gens. J'ai recruté une Canadienne pour qui ça se passe très bien. Voilà. Et du coup, eux aussi sont vraiment à l'affût de gens de la diaspora ou de gens qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. Pourquoi? Parce que justement, il y a toute cette notion de digitalisation, d'international, de process internationaux, d'ouverture d'esprit qui recherchent. Amen. On va commencer par les questions en ligne. Oui, tu en as une en ligne ou pas? Il y en a plusieurs, je pense. Faut envoyer le micro là-bas. Les dire, s'il te plaît. Ah, c'est Laurette qui est la porte-parole des gens de la ligne. Si possible, des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le propos et après on passera Sachant que, vous voyez, quand vous faites partie de la tribu, on vous fait faire toutes sortes d'expériences. Laurette, elle n'a jamais cru qu'elle serait porte-parole. Faut parler, Laurette, le peuple t'attend. Alors, parmi les questions, il y a une personne qui voudrait savoir quelles sont les fausses idées que les expatriés ont par rapport à l'emploi.
Et je vais enchaîner aussi avec la question sur les compétences réelles qu'il faudrait avoir pour s'installer en termes de soft skills et hard skills. On va Je dire. pense que la première, on a dit. Ouais, vas-y. On n'a pas répondu. Je te dirais, C'est vas-y. moi. Non, vas-y. Alors, du coup, les fausses idées, déjà, c'est de croire qu'on vous attend, je pense, clairement. Bon, on est là, on a 7% de croissance, on y arrive, quoi. Donc, je pense que déjà, le mot d'ordre que notre équipe de foot nationale aime bien utiliser en ce moment, c'est humilité, humilité, humilité. Humilité. Jusqu'à quand, je sais pas, mais en tout cas, là, en ce moment, on est en mode humilité. Donc, si vous pouviez venir avec humilité, c'était bon aussi. Et puis ensuite, en termes de soft skills, je vous dirais, c'est les mêmes soft skills qu'on attend, qu'on recherche partout à l'international. Et pour le coup, si vous recherchez un peu ce qu'on cherche en fintech, c'est un peu ça, c'est l'agilité. Énormément. Vous avez besoin d'une agilité d'esprit, une agilité émotionnelle, culturelle, managériale. Donc, l'agilité, le dévouement, mais ça, toutes les entreprises vous le voudra, que vous soyez en start-up, et surtout une forte capacité de travail et d'ingérer, d'intégrer des valeurs et des données. J'aurais mis ces trois-là d'abord. Ouais. Moi, je voudrais juste couvrir un truc sur les contrats d'expat quand même, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est une autre idée reçue qui est le Saint Graal. Moi, je dis souvent aux gens, mais en fait, il faut se poser la question, est-ce que vous auriez eu le poste que vous voulez en Europe? Parce qu'en fait, un contrat d'expat, comme tu as dit, c'est en fait, vous postulez au siège. Vous postulez pas. Et en général, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous vous posez la question que maintenant, j'espère que vous vous rendez compte que c'est tard. C'est-à-dire que tous ceux que moi je connais qui ont fait des boulots d'expat, ils ont décidé ça depuis qu'ils étaient à l'école. Donc, ils ont fait en fonction de toutes leurs études et même les boîtes dans lesquelles ils ont postulé, c'était pour expatrier. Et moi, quand j'ai fait mon master, je savais dans quelle boîte je voulais aller. J'ai choisi les cabinets d'audit que j'ai fait, c'est ceux qui envoyaient le plus souvent dans des missions locales en Afrique. Donc, c'est pas un truc que tu peux inventer en parcours de route. C'est juste qu'on soit clair. C'est si tu le voulais, tu l'as il y a longtemps. Deuxième chose, c'est que quand on est expat, ce que je dis souvent aux gens, c'est que il faut quand même qu'on parle un peu de la santé et des mutuelles, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que ici, déjà, il y a un système de santé pour la plupart de leurs problèmes. C'est-à-dire, si c'est 80% des problèmes de santé des gens, c'est des petits bobos, ça va aller. Il y a des cliniques ici maintenant qui font tout très bien. Il n'y a pas de sujet. 24 sur 24 aussi, 7 jours sur 7. Il y en a des cliniques ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en termes de minimum de sécurité, il y a largement ce qu'il faut. Par contre, c'est vrai que les gens ont toujours peur de, les gros problèmes. Et là, pour les gros problèmes, il y a des mutuelles privées. Hein. Tu peux prendre ta mutuelle internationale. Hein. Ce que je dis souvent aux gens, c'est pas parce que tu es dans une boîte qui te le paye pas que tu vas pas te la payer toi-même. Bien sûr. Et c'est une option. C'est-à-dire que si tu en as besoin et que tu penses, tu n'es pas obligé que ta boîte le paye. Et c'est là où il faut être un peu créatif, comme tu disais. Ça se trouve, ils te la paieront pas au début, mais en progressant, tu peux leur faire la prendre après. Bien sûr. Et tu as raison. Et même pour la retraite, si vous voulez être lié à la retraite française, rien ne vous empêche de cotiser à la CFE. Exactement. Vous pouvez le faire d'ici, cotiser en France. Et il faut savoir aussi qu'ici, ils ont un accord. Hein. Donc, la cotisation que tu fais ici est prise en compte en France aussi. Donc, même si tu retournes demain, ta cotisation que tu as faite en Côte d'Ivoire, les années sont décomptées. Au salaire que tu as fait en Côte d'Ivoire, bien sûr, mais c'est décompté aussi en France. Donc, tes années de retraite ne sont pas interrompues par une installation ici. Pour ceux qui sont dans cette logique-là. Hein. Mais je veux dire, c'est quand même des points que les gens, des fois, négligent parce que ça demande des techniques. On en parlera un peu plus, je pense, dans le programme, sur ce qu'il faut savoir et comment s'organiser. On donnera des liens et des contacts sur comment sécuriser tous ces aspects-là. Mais oui, parce qu'on est conscient que c'est des questions importantes. Hein. C'est des questions importantes, mais il faut pas croire qu'il y a pas de solution. Qu'il y a pas de solution. C'est juste ça. Oui. Et surtout que la boîte doit être ta seule solution. Les gens ont tendance à penser que c'est comme en France, parce qu'en France, personne prend une mutuelle lui-même. C'est pour ça qu'en fait les gens comprennent pas, parce qu'ils se disent, et même j'aime bien leur rappeler des fois, rappelez-vous que dans d'autres pays comme même les États-Unis ou la Chine, les boîtes font pas toujours tout ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un autre pays, quoi. Donc, chaque pays a son système. J'ai vécu 4 ans à Singapour. J'avais un excellent salaire. J'étais en contrat local amélioré. J'étais pas en expatrié. Pourtant, je suis partie depuis Adecco siège en France. J'ai été amenée à Singapour 4 ans. Je n'avais pas de cotisation retraite ni santé. Voilà. Ça, c'était à moi de le faire. Et tu l'as fait de ton côté. Oui. Donc, ok, ben voilà, que les gens le sachent que c'est possible. Donc, autre question, il y a des gens qui sont chauds là. Ah, Laurette, tu vas envoyer. Levez les mains bien hautes avant qu'on se batte là. Une première question sur la pénurie des compétences des postes managériaux. Est-ce que c'est uniquement sur ces types de postes-là ou aussi au niveau des opérationnels? Et une question qui revient beaucoup aussi, c'est concrètement, comment trouver du travail quand on est à Paris ou à l'étranger pour venir s'installer?
Mais le comment... Ben, écoutez, ça c'est très simple. Moi, je peux répondre à la dernière question, qui est sur le comment. Hein? Elle a la réponse. C'est quoi Elle a la dit quoi? réponse? Voilà! Quelqu'un qui suit en classe. Quand tu auras un discount spécial si tu veux le prendre. Tu veux le discount, voilà. Non mais très sérieusement, en fait, c'est juste que si vous voulez une méthodologie, bon, comme moi j'aime bien dire, ma sœur, mon beau-frère, il y a beaucoup de gens que j'ai aidés à s'installer ici. Il y a une vraie méthode de comment on identifie à qui on parle, quelle boîte. Comme dit Leïla, c'est pas les boîtes que vous connaissez, tout le monde connaît. Il faut chercher d'autres boîtes, il faut connaître les bonnes personnes. Donc tout ça, dans l'information, on vous expliquera le planning. Et ça commence avant de venir, bien sûr. Ça se fait quand vous venez une première fois, une deuxième fois. Dans le timing de quand vous venez, il ne faut pas venir à n'importe quel moment de l'année. Enfin, il y a plein de choses à savoir. On ne peut pas vous donner tout ça en 5 minutes, franchement, parce que sinon on va dire des bêtises. C'est pas qu'on veut vous faire payer particulièrement, hein, ça va aller, hein, rassurez-vous. Le point principal, c'est juste qu'on ne peut pas dérouler une méthodologie en 5 minutes. Donc je sais pas ce que toi, tu as de ton expérience là-dessus, mais... Oui, je dirais, déjà pour commencer à chercher, ce serait de commencer par la digitalisation, tout simplement. C'est d'identifier un petit peu la structure du pays. Là, comme je vous l'ai dit en intro, vous voyez les secteurs qui recrutent, les secteurs qui sont forts, repérer les 100 ou les 100 plus grands employeurs de Côte d'Ivoire qui ne seront pas forcément Orange, Total et Bolloré. Hein. Et ça, on vous les donnera dans le programme. Il faut savoir que les plus grands employeurs en Côte d'Ivoire sont des sociétés ivoiriennes. Donc ça, c'est faire votre recherche par vous-même en identifiant l'écosystème et la structuration du pays. C'est aussi passer par plusieurs cabinets de recrutement. Donc il n'y a pas que moi, hein. Il y en a une dizaine d'autres cabinets qui sont aussi tout aussi bien, si ce n'est mieux. Et vous aurez aussi la force du réseau LinkedIn qu'il ne faut pas négliger. Je veux dire, j'étais étonnée à un moment quand l'un d'entre vous a dit qu'il a eu du mal à percer le réseau et tout, parce que franchement, moi, je suis un fruit de... Enfin, mon succès, quel qu'il soit, humblement, est lié à la force du réseau. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je ne connaissais personne. Exact. Je ne connaissais vraiment personne. J'avais pas un ami, j'avais personne. Et pourtant, maintenant, je suis là où je suis et voilà, j'ai une société qui tient depuis 6 ans et j'ai 12 employés et ça se passe très bien et j'ai quelques amis qu'on a en commun, donc je pense que ça va. Mais justement, et c'est là où je trouve que c'est merveilleux ici, c'est que la gentillesse et la bienveillance et l'humilité des Ivoiriens n'a pas son pareil, quoi. C'est vraiment pas un peuple fermé. On vous laisse votre chance. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes. Aussi bien au travail qu'amicalement. On vous fait rentrer assez facilement et justement, vous allez avoir l'opportunité de parler à des DRH, à des RRH, à des fondateurs, des entrepreneurs qui n'auraient même pas eu votre temps en France. Clairement. Regardez-nous là, on fait du give back cadeau alors que vous voyez faire ça qui en France. Faut dire, hein. Donnez les noms si vous avez. On va prendre des questions dans la salle. Oui, allez, c'est parti. Donc merci. Moi, juste pour compléter ce qu'on disait aussi, en fait, nous, dans le programme, ce sur quoi on veut insister, Leïla, c'est que quand on dit que... Pourquoi Moulay dit qu'il y a tout un élément que nous, on aimerait dérouler, c'est qu'il y a aussi l'informel qui est très sous-estimé. Quand je dis l'informel, c'est-à-dire que quand tu vas à l'anniversaire d'un ami... Exactement. En fait... c'est peut-être aussi l'opportunité de connaître les opportunités. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font aussi à ce moment-là, quoi. Et je confirme. Moi, j'ai eu beaucoup de clients par des anniversaires, des baptêmes, des baby showers. Et c'est des moyens pour vous faire... ça ne va pas forcément être en soirée parce que personnellement, moi, à 19h30, je dors. Donc, je suis debout à 4h du mat. Je ne suis pas du tout une fille de la night, je ne l'ai jamais été. Et du coup, honnêtement, c'est pas grâce à ça que j'ai réussi. Mais honnêtement, si vous donnez, que vous êtes gentil, que vous avez un travail de qualité, que vous êtes rigoureux, que vous êtes intègre et que voilà, enfin, vous donnez sans forcément chercher à recevoir. Et je sais que ça fait un peu... non, mais c'est vraiment... C'est un peu religieux, j'aime bien. Voilà, c'est ça, j'aime bien. Je savais pas laquelle choisir sans vexer quelqu'un, mais voilà, honnêtement, c'est vraiment vrai. Vraiment, et honnêtement, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai vécu dans plein de pays, et je suis en Côte d'Ivoire parce que je le veux, quoi.
Amen, c'est beau. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu des supporters au football qui quand l'équipe perd, dit on a perdu, mais on s'en fout. Franchement, où est-ce que vous avez vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Nulle part. Moi, je vous dis, le peuple ivoirien, franchement, il est exceptionnel. Exceptionnel. Amen. Bonjour. Alors, j'aurais une question parce que vous avez évoqué un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais moi, j'entends pas ici. Je mets plus fort? Je parle plus fort? Faut que tu parles plus fort. Je pensais que c'était un micro, en fait. Ouais, Non, mais c'est un micro pour la régie. C'est pour en la fait. régie. Nous, on t'entend pas. D'accord. Alors, oui. Donc, j'aimerais traiter un peu le sujet un peu plus en profondeur sur ce que vous avez évoqué par rapport à la culture d'entreprise. Bon, moi, je travaille chez Orange France, pour pas le citer, depuis 20 ans. Voilà. D'accord. Mais j'ai l'intention de m'installer sur Abidjan. Mon mari est là depuis 2 ans déjà. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu une expérience qui m'a un petit peu échaudée. J'ai essayé d'intégrer rapidement le siège. Je suis rentré en contact avec un manager. Je lui ai posé une question, à savoir quel était son style de management. Et il m'a dit, moi, vous savez, je mets la pression sur mes N-1, qui mettent la pression sur mes autres N-1. Donc voilà, je sais pas. Merci beaucoup parce qu'en fait, j'aimerais savoir comment ça se passe. Même question. Et, voilà. Mais c'est vrai que j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu réponds, Léla, à ceux qui te disent que le management bienveillant n'est pas... n'existe pas ici. Ouais, ça... Non, c'est pas vrai. Non, mais soyons... On entend beaucoup ça quand même. Oui. On entend beaucoup ça. Bon, j'ai envie de vous dire, je vais mettre ça sur le côté... Il y a de tout pour faire un monde. Vous allez tomber sur des managements bienveillants. J'ai la prétention ou peut-être l'envie de dire que je suis plutôt un manager bienveillant. Mais j'ai mon entreprise, on est 12. Mes pressions sont tout à fait personnelles. Non, mais quand on te voit, on sait que toi, mais on parle pas de toi. Quand je vois mes clients, honnêtement, et là, pour le coup, c'est pareil, je prêche pas pour ma paroisse, mais si vous faites appel à un recruteur honnête qui ne cherche pas juste à vous vendre, il va vous le dire. Moi, honnêtement, sans aucun problème, je vous le dis, n'allez pas dans cette entreprise, elle a mauvaise réputation. Vous avez un turnover de malade, il y a eu X burn-out et tout, parce que nous, en tant que recruteurs, on a un peu les galas et les paris-matchs de la Côte d'Ivoire, quoi. Si vous voulez connaître un potin, le recruteur est le premier qui sait. Quand vous avez une boîte qui tombe, c'est intéressant, ça. Nous, on est les premiers à savoir. Tu es sûr, tu vas pas faire une petite... On va faire un petit épisode spécial. Un épisode spécial potin. Quand Solibra... Mettez ça en commentaire, si vous voulez, les potins. Quand Solibra a perdu Coca-Cola, on n'a pas eu ou arrêté Coca-Cola, chacun son débat. Solibra, c'est le groupe Castel qui fait Coca-Cola et notamment à d'autres marques ici. Voilà, on a été les premiers à le savoir parce qu'on a reçu énormément de CV. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous voyez tout le monde de là-bas qui vient, qui cherche un boulot. Bien sûr. Et là, du coup, vous les prenez en entretien et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tati, tata. Et ils vous racontent tout parce qu'eux, ils sont au courant de tout. Quand X FinTech ou X Startup est en train de tomber et qui ferme, je te confirme. Nous, on le sait directement parce qu'on reçoit 15, 20, 30, 50 CV. Et tu te dis là, waouh. Donc, oui. Donc, ça, c'est un des tips que je peux vous donner. Après, j'ai envie de vous dire, franchement, il y a des sociétés bienveillantes. Il faut peut-être, du coup, essayer plus sur des sociétés modernes dans le sens nouvellement créées, avec des managers plutôt nouveaux, type KI, où là, je peux vous assurer que vous avez un management bienveillant. Mais là, par contre, du coup, je pense aussi qu'il y a toujours le risque. Vous allez avoir une super boîte avec une super ambiance, et j'en connais, et pourtant, l'employé est face à un manager qui n'est pas top, enfin, qui n'est pas top. Donc, ça ne matche pas. Qui n'a pas le même style. Voilà, et du coup, ça ne matche pas, et bon, ça ne se passe pas bien. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu partout pareil. Mais rassurez-vous, et pareil, encore une fois, ne croyez pas que les grosses boîtes internationales sont moins. Seront celles qui auront les meilleures valeurs ou qui... Enfin, Orange Côte d'Ivoire, vous allez avoir des centaines de managers, et surtout, faut pas oublier, c'est une société ivoirienne. Vous savez que tout ce qui est testé en Côte d'Ivoire est ensuite mis en France. On a des services qui sont bien plus avancés en Côte d'Ivoire qu'ils ne sont encore en France. Chez Orange. Orange Money, Orange Bank. Enfin, voilà. Sorti ici d'abord. Et ce que je peux dire sur ça, juste de mon expérience, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit avant, mais il faut savoir que moi, avant de travailler, du coup, en France, j'ai fait des stages au Mali beaucoup. Un truc que j'ai remarqué de mes stages au Mali et que je retrouve ici, c'est qu'en fait, ce que les gens appellent le management pas bienveillant, en fait, c'est une fonction de la capacité des gens à faire ce qu'ils disent.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des managers vont vous dire ça, ils mettent la pression parce que de leur expérience, c'est la seule façon que les choses soient faites à temps. Donc en fait, ils vous donnent la règle. C'est un peu l'équivalent que moi j'aime bien donner, c'est le fait qu'en Côte d'Ivoire, quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, il vous appelle toujours le jour d'avant pour être sûr que c'est toujours confirmé. Il vous appelle 1 heure avant pour dire « tu viens toujours ». Tu vois, ce truc, moi, ça m'énervait quand j'étais ici. Je disais « mais pourquoi vous faites ça en fait ? Je vous ai dit que je venais, je viens, c'est terminé ». Mais en fait, j'ai compris, les gens ne le font que les premières fois ils ont affaire à toi. Parce qu'ils ne savent, pour eux, tu es comme tout le monde. Donc, par défaut, ils traitent le pire. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est un peu comme en classe, on fait tout au niveau du mauvais élève. Donc, dans les boîtes, souvent, la pression qui est mise est en fonction de la généralité. Mais si, au bout d'1 mois ou 2, vos managers sentent que vous, quand vous dites vous faites, en général, ils vous traitent différemment. Oui, là, moi, tu laisses. Ça, c'est très souvent arrivé en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai plein de gens à qui c'est arrivé. Et je sais que, par exemple, quand moi, j'étais chez Orange en stage, que du coup, j'étais aussi en stage chez Orange au Mali, j'ai fait que 3 mois de stage. Au bout de 3 semaines, les autres stagiaires étaient énervés que moi, je puisse venir plus tard ou partir plus tôt qu'eux. Alors que les autres, on leur mettait la pression pour qu'ils restent. Je leur disais, mais on vous dit de rester parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Enfin, c'est une réalité. C'est-à-dire que et c'est aussi la capacité à comprendre ce que j'entends de toi. Parce que quand je suis arrivé au début, par exemple, moi, je ne comprenais pas ce qu'on voulait de moi en tant que stagiaire. Je pensais qu'on me disait juste fais ce qu'on me dit de faire. Mais assez vite, j'ai vu que mon manager, en fait, ce qu'il cherchait, c'était de voir ce que tu peux proposer. Mais il ne le disait pas parce qu'il espérait même pas que quelqu'un propose. Donc, par défaut, il disait juste fais ça. Et il se disait, bon, il va revenir à 17h, je vais dire de faire ça encore. Donc, il va rester jusqu'à 20h. Mais si tu viens le voir à 14h en disant j'ai fini ce que tu m'as dit de faire et je pense qu'il faut faire ça après, tu vas vite, il va commencer à te donner directement ce qu'il espère. Ouais, après, tu peux faire tout un débat là-dessus parce qu'on en revient à la notion. Enfin, c'est aussi au manager, c'est aussi son rôle. Enfin, moi, ma définition de leadership, c'est ta capacité à faire progresser quelqu'un. Non, mais ça, c'est vrai dans l'environnement. Mais je vois ce que tu veux dire. Dans l'environnement ici, c'est plus rare. Son expérience, c'est comme si on porte ça au personnel de maison, où les gens vont dire non, il faut être dur, hein, sinon une fois qu'elle prennent la confiance. Si elle prend la confiance là, c'est là que tu vois. Donc les gens se forcent parfois à être durs. Donc, à chacun trouver son style de management. Ouais, donc c'est ça que je veux dire. Si, par exemple, c'est vraiment pour les gens qui disent « je veux un management bienveillant », ma réponse, c'est « il faut que tu sois un employé exceptionnel ». C'est juste ça. En fait, c'est de la même manière que le management bienveillant n'est pas la règle, d'accord. Et je pense que c'est pareil en France, hein. Pour être clair, les stages que j'ai fait moi ailleurs dans le monde, et je vous parle pas de commencer en Chine, je vous parle pas de commencer quand j'ai travaillé même en Amérique latine, la bienveillance est une nouvelle tendance. Oui. Il faut le dire, nous n'ayons pas peur des mots. C'est comme la maturité émotionnelle, c'est tout nouveau. Donc, soyez patient, s'il vous plaît. Ouais. Enfin, quelqu'un d'autre? Ah, pardon, il y a une question. Vas-y. Il y a lui là, et il y a la dame là. Ah oui. Non, en fait, j'avais juste envie de dire que je suis d'accord à la fois avec Moulay et à la fois avec Kai. J'ai rencontré autant de managers bienveillants, mais qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils le sont, c'est qu'ils sont juste naturellement. Et je pense aussi, il y a une réalité, peut-être que je vais faire débat aussi, c'est que, encore une fois, on vient sur le management et la culture. Ouais. Certains ne connaissent le management que comme ça, non bienveillant, mais des deux côtés, j'ai envie de vous dire. Il y en a, si on crie pas sur lui et qu'il attend pas la dernière minute pour faire, il va pas faire. Et moi, voilà. Et pour le coup, du coup, quand c'est ça et que j'ai face à moi cet employé, on arrête parce que moi, je vais pas me fatiguer. Et ici, on dit, je vais pas mettre ma tête dans ta tête. Donc voilà, clairement, je vais pas mettre ma tête dans ta tête. Voilà, chacun suit sa route, on s'entend bien. Voilà, va, moi je vais. Et voilà. Et peut-être que d'autres managers ont besoin de gens comme ça, parce que... Et c'est vrai qu'il faut demander avant. Essayez de trouver les anciens employés de vos employeurs. Poser des questions, En général, ils sauront vous dire à peu près ça. Pardon, désolé. Mais n'hésitez pas en entretien à dire, vous êtes manager et tout, est-ce que je peux... Bon, ça peut être mal pris, mais vous avez tout à fait le droit de dire, bon voilà, est-ce que je pourrais avoir des références de vos N-1 pour connaître et moi appréhender votre style de management et voir comment ça peut se faire. Moi j'ai déjà eu ça. Caïd transpire. Mais comment ils vont prendre ça? Non, mais avec les égos des uns et des autres. Là. Justement, si tu es bienveillant et que tu es moderne, normalement... Mais il y en a qui vont te dire non, simplement. Et si par contre il est un peu vieille école et... C'est ça. Il va te dire non, tu sauras. Il va te dire non. Moi, j'aimerais bien qu'on me demande ça. Parce que ça, c'est une nouvelle tendance aussi. C'est quand tu fais un entretien. Il demande des références. En Côte d'Ivoire, ça se fait vraiment pas. Mais dans d'autres pays, quand toi, tu fais un entretien, tu demandes des contrôles de ref à tes candidats. Mais pourquoi ton candidat, il te demande pas des contrôles de ref aussi? Moi, j'en ai eu.
Chez les startups, ça arrive un peu plus parce que les boîtes meurent vite. Donc les gens veulent quand même s'assurer qu'on est encore vivant. Pardon, désolé. Non, mais c'était aussi pour contribuer par rapport à tout ça. En fait, effectivement, c'est culturel, donc ça a été dit. Mais il y a aussi l'aspect, la bienveillance qu'on va avoir avec le point de vue occidental n'est pas la même bienveillance qu'on va avoir ici en Afrique. Parce qu'encore une fois, c'est culturel. De la même manière, la personne qui va crier sur son gars parce qu'il bosse pas, ça peut aussi être un patron derrière qui va mettre un Orange Money ou un compte tous les mois, lui mettre de l'argent et lui dire, écoute, je te passerai ça en fin d'année, ça va être ton petit cadeau de fin d'année. Moi, j'ai déjà vu ça. Des fois, ils l'ont. Des fois, si ça se passe mal entre-temps, malheureusement, il n'y a pas la finalité, ça se fait vraiment pas. Mais voilà, c'est pour dire que même en voyant cette scène où on crie après son employé, on ne sait pas derrière les avantages qui font que la personne est encore là. Ouais. Bien sûr. Voilà. Donc, bon, c'était juste le petit ajout. C'est vrai que, comme quand on disait, il y a des gens qui bossent beaucoup. J'ai vu beaucoup d'employeurs ici qui prennent vraiment limite un rôle paternel pour leurs employés. Voilà, c'est très paternaliste. C'est-à-dire que le paternalisme a des conséquences désagréables quand tu n'es pas habitué, mais il y en a des très bonnes. C'est-à-dire que les paternalistes, c'est que le gars va se sentir personnellement impliqué dans ta vie. C'est-à-dire que s'il peut t'aider à faire des trucs, si il t'arrive quelque chose, surtout quand il t'arrive quelque chose, c'est là où tu le vois. Un deuil, un mariage, un enfant qui naît. Franchement, c'est... Moi, j'ai vu des employeurs, oui, j'ai déjà vu des employeurs ici qui sont réputés pour être très, très demandants. Mais quand leurs employés leur arrive quelque chose, ils sont les premiers à aller chez eux. Est-ce que tu verras pas ailleurs, hein, je te défie de voir un employeur en France qui va venir chez toi parce que ta femme est malade. Enfin, tu vois, ils vont te dire, je vais envoyer un panier de nourriture à ta femme. Ils s'en foutent. C'est transactionnel au possible. Voilà. Du coup, ma question, c'était... Ah oui, il y avait une question. Oui, parce que là, c'est une contribution. Du coup, ma question, Leïla, hein, oui. Alors, est-ce que vous, en tant que... Alors, j'ai pas vraiment compris, je suppose que vous avez votre agence intérim ou... Recrutement. Je fais pas d'intérim du tout. D'accord. Recrutement, pardon. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que vous accompagnez aussi les expatriés à l'adaptation locale? Parce que ça, c'est une branche dans tout ce qui est RH que je trouve que ce n'est pas encore développé. Alors qu'il y a beaucoup d'expatriés qui arrivent en Afrique de l'Ouest. Moi, je le vois au Sénégal. Il y a beaucoup d'Africains, on va dire, d'immigrés, enfin, d'enfants en tout cas, qui reviennent, qui ont annulé parce que élection, parce que plein de choses. Et au final, j'ai vu beaucoup d'expatriés européens arriver parce qu'ils avaient le contrat qui était là. Et élection ou pas, c'est pas leur problème. Donc du coup, je me demandais si vous faisiez aussi cet accompagnement-là, mais pour les personnes, pour le coup, qui connaissent pas du tout l'Afrique, quoi. Alors... pour le moment, j'avoue, je ne le fais pas. Je le fais vraiment à titre gratuit. Et, Kai m'envoie un CV, quelqu'un m'envoie un CV, je le reçois, je lui donne mes conseils, je lui passe le guide, je l'accompagne. Si je peux le placer, je le place. Je le fais pas, pourquoi? Parce que j'ai... Et ça, c'est très personnel et je pense que c'est pour ça que je ne serai jamais riche. C'est parce que j'ai l'impression de un peu voler quelqu'un. Et ça, c'est vraiment personnel et je vais avoir 1000 personnes qui vont me dire que ce n'est pas vrai. Hein, et je serai d'accord avec eux aussi. Mais c'est simplement que moi, je n'ai pas trouvé le positionnement encore de comment accompagner quelqu'un sans non plus le saigner. Et parce que comme je vous dis, je trouve que me rémunérer sur un talent, je ne trouve pas ça cool. Moi, je me rémunère sur... le capitaliste, celui qui a l'argent, celui qui peut facturer et tout. Donc voilà. Mais après, je le fais volontiers, je l'ai fait plein de fois et je le fais parce que vous êtes un talent que je peux placer quelque part. Donc je serais bête de pas le faire. Mais pour l'instant, c'est pas un service que j'ai proposé, mais qui sait, peut-être que quelqu'un aura une idée pour moi et me le dira. S'ils sont prêts à la payer assez. Parce que moi, souvent, c'est des grosses entreprises, donc souvent, ils sont prêts à mettre le prix. Mais vraiment, après, je comprends votre point de vue parce que moi aussi, je me suis posé la question vu que j'aide les personnes à s'installer au Sénégal. Mais là, pour le coup, c'est pas une histoire de couleur. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, des Français, des Belges, des Suisses, enfin francophones en tout cas. Et quand ils arrivent, ils ont tellement... Enfin, il y en a qui ont des vraies bonnes intentions. Il y en a, ils viennent pour certes prendre ce qu'ils ont à prendre. Mais il y en a, ils tombent amoureux du pays et ils veulent faire plus. Sauf qu'au départ, il y a beaucoup de... C'est compliqué, quoi, l'adaptation. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ces gens-là, ça peut valoir le coup d'aider un peu plus, quoi, parce que quand derrière, ils veulent créer de l'emploi, faire des choses comme si c'était leur pays, leur propre pays, ça peut être intéressant, en fait. De leur faciliter aussi, quoi, dans ce sens-là. Non, c'est vrai. Mais il faut qu'on passe la dernière question. Ah, c'est toi, Alexandre, mais le pauvre, il attend depuis tout à l'heure là-bas. Et après, je pense qu'après, on va passer, parce que Prince est là depuis tout à l'heure. Ouais. Après, il restera juste la question là pour monsieur. Il est là. Donc tu lèves la main, parce que c'est pas à qui donner. C'est là.
Faut que tu lèves la main et comme ça, on conclut. À moins que Laurette ait des questions incroyables en ligne. Ça va? Non, c'est bon, ok. Comme ça. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je m'appelle Amidou Dramé, je suis avocat en droit des affaires. Et là, j'ai une question pour vous, parce que là, on a beaucoup parlé, en fait, des candidats qui cherchent du travail. Alors, moi, je suis associé gérant d'un cabinet de 10 personnes à Conakry. Et on veut s'installer soit à Dakar ou à Conakry. Enfin, à Abidjan, en fait. C'est mieux. Et on aimerait justement avoir des conseils pour nous qui allons recruter dans ce secteur-là. Parce que du coup... Des avocats, parce que oui, avocats, juristes. Parce que c'est un peu... pour moi qui était employé avant, enfin, collaborateur, et ensuite qui est devenu jeune manager, si vous voulez, associé gérant, avec une petite équipe de 10, le problème n'est pas le même en fait. Quand je cherchais du travail, j'avais d'autres prétentions. Mais là, maintenant que je dois recruter et je dois gérer, donc qu'est-ce que, par rapport au terrain ivoirien, qu'est-ce que vous me conseillez en fait? Vous parlez en termes de talent ou en termes de salaire ou en termes de package? Le tout. Demain, je décide, en fait, on dit, bon, on va venir à Abidjan, on va s'installer. Ça veut dire que j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de juristes, j'ai besoin potentiellement d'avocats. Comment je fais pour mon recrutement? Quels sont les conseils que vous me donnez? Peut-être les installations de filiales. Oui, ce que je veux dire. Alors ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, notamment, j'ai parlé de l'industrie autrichienne tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'industries aussi qui ouvrent tous les jours avec les nouvelles zones franches. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Donc là, pour le coup, si vous avez besoin de recruter, comme on dit ici, chacun son métier. Demain, je vais faire mon community management, je vais aller voir Kai, je vais aller lui demander de faire mon community management. Recruter, c'est un métier. Je vous conseillerais de la contacter Non, pas passer par un recruteur. Je pense que c'est la réponse, c'est la réponse la plus simple. Faut la contacter plus longuement. Mais je pense que t'as pas de réponse rapide sur des trucs comme ça. Non, c'est pas passer par un recruteur, mais avant même de proposer de vendre mon service, moi je vous dis, chaque entrepreneur commence par quoi? Il commence par recruter son stagiaire qui va vous servir un peu d'office manager, un peu d'admin, un peu de... Donc déjà, vous commencez par ça. Quand vous êtes dans les métiers, vous commencez par vos doctorants aussi, ceux qui font des thèses et qui ont besoin de se professionnaliser. Donc ça, déjà, c'est les 2 premiers métiers que vous pouvez recruter sans prendre trop de risques, avec des salaires assez compétitifs. Avant même ça, voilà. Et c'est des gens qui, justement, ont l'habitude de travailler, enfin, d'apprendre. C'est des gens qui sont dévoués, c'est leurs premières expériences, etc. Donc, elles auront besoin de beaucoup d'accompagnement. Mais voilà, si vous avez recruté des bons talents, c'est des gens qui peuvent vous suivre aussi. Vous les passez ensuite en CDD, CDI ou CDI direct. Voilà, ça, c'est... Sans vendre mes services, ce serait ce que je vous aurais proposé d'abord. Merci. Non, mais c'est super intéressant. Kai, t'as pas quelque chose pour lui, là? Parce que toi qui es allé dans plein de pays, là. Comment tu fais dans les autres pays? Là, quand même, t'as quand même un truc, là. Quand même, aide le frère Amidou, là, quand même. Toi, tu vas dans les pays tout le temps. Non, mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Leïla, parce que la question que je me pose à chaque fois qu'on ouvre un pays, c'est est-ce qu'il faut commencer par trouver qui va être le leader ou est-ce qu'il faut commencer par la personne qui va faire des petites tâches très rapidement? Donc, c'est toujours le sujet. Mais en fait, on se rend compte que c'est plus une question d'opportunité finalement. Parce qu'il se trouve que dans ce pays-là, tu as identifié un leader très rapidement. Tu vas y aller. Mais c'est un sujet qui m'avait beaucoup fait réfléchir parce que je ne sais pas si vous voyez les startups, les grosses startups comme Uber ou Glovo, quand ils décident d'ouvrir un pays, ils ont un country launcher. Ça va assez vite. Et donc, moi, je me disais, mais quand même, c'est des grosses boîtes. D'habitude, les grosses boîtes, ça prend plus de temps. Et je me souviens qu'à l'époque, parce qu'on avait fait la campagne pour Glovo quand il s'était lancé. Et du coup, j'avais gardé des relations avec la toute première country manager. Et j'avais même demandé un rendez-vous juste pour comprendre comment dans les startups américaines, ils ouvraient les nouveaux pays. Et c'est vrai que la réponse était plus ce que Leïla vient de dire. C'est-à-dire qu'en gros, dit que intuitivement, on cherche un boss, quelqu'un qui va vraiment gérer mon endroit et qui va me permettre de me relaxer. Alors qu'en fait,
ce poste-là qui est très clé, il prend du temps. C'est le dernier. Ouais. Donc, en fait, tu vas aller voir en fait un recruteur et vous allez commencer à travailler sur ce profil-là qui va prendre du temps. Mais en attendant, il faut que tu trouves peut-être tes ressources moins juniors qui vont pouvoir te permettre d'avancer très vite. Après, tu as aussi un autre système où, comme vous, je ne sais pas si vous êtes basé toujours à Conakry, où la personne vient carrément sur place pour lancer les activités en attendant que le travail avec le recruteur se fasse. Donc voilà mon retour. C'est le moment où je place le plug habituel. Je ne vais pas dire qu'on va parler dans le programme, mais le point important de manière générale dans le programme, il y a un truc qu'on va aborder, je pense qu'il sera utile sur ça. J'espère vous y voir, Hamidou. C'est, en général, pour moi, pour répondre à la question de façon assez générale, ça dépend de qu'est-ce qui est le plus facile pour vous à régler. C'est-à-dire que selon les métiers, ça peut être, ça se trouve, vous avez déjà un client, il faut juste quelqu'un pour exécuter. Ça se trouve, vous n'avez pas de client, mais vous avez déjà des gens à qui vous pensez pour gérer. Il n'y a pas de règle, en fait, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas essayer de se dire, qu'est-ce qui marche le mieux. Je pense que c'est beaucoup lié à chaque entreprise, qu'est-ce qu'elle a comme asset dans le pays. C'est pour ça que Kaïd disait, dans les pays, ça change d'un pays à l'autre. Il faut vraiment essayer de se dire, qu'est-ce que j'aide. C'est comme ce que tu me demandais, Mehdi, tout à l'heure, pour l'entreprise de ton père, que tu veux étaler dans d'autres pays. Ça dépend de ce que tu as là-bas. C'est ce que je lui disais. Est-ce que tu n'as pas un client qui est déjà en Côte d'Ivoire, qui veut aller au Burkina Faso, pareil. Est-ce que vous n'avez pas des clients de Conakry qui viennent ici, opérer ici, ouais. C'est ça que je dirais. Donc voilà, je pense que sur la fin, Alex, tu veux absolument, vas-y, ok, bon, parce que là, il commence à se faire tard, les gens dans ligne vont commencer à souffrir, là. Vas-y, j'aime. Et donc, pour faire encore plus court, une start-up, une entreprise bootstrap, on n'a pas eu de chiffres. Et je pense que le peuple veut savoir, vous payez combien? Très simple. D'accord. Allons sur vos talents. Ah non, mais moi, c'est assez simple. Moi, je paye ce qui est indiqué dans le guide des salaires, grosso modo. Là, donc tu as dans le guide des salaires. Pour faire très simple, en gros, il y a deux fonctions chez nous. C'est en fonction de la rareté de ton poste. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des postes où c'est facile de recruter. Et après, ta seniorité. C'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, un développeur va être payé infiniment plus cher que quelqu'un qui fait du service client. Par contre, après, selon la seniorité, c'est pas du tout la même chose. Donc, pour te donner un ordre d'idée, moi, je sais que ma grille de salaire, elle est quasiment transparente. Le plus petit salaire chez moi, ça commence à 300 000. Et ça va monter jusqu'à, je crois que l'employé qui a le plus est à, ça fait 9 000 euros, ça fait combien? Ça fait 5 millions. 6 millions. Toi, quoi. Non, il gagne plus que... Non, c'est plus que moi. Non, c'est pas ça. 5 millions 8. Donc voilà, donc c'est pour te dire, il n'y a pas de règle en fait. Et si tu veux, je connais plein de start-upers. Chez nous, les start-up, vraiment, il n'y a pas de règle. En fait, ça dépend vraiment de le niveau de la start-up. C'est-à-dire que comme moi, j'ai commencé, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, pour répondre à ta question, c'est peut-être ça que tu veux vraiment savoir. C'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu viens comme moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est pas compliqué. Il n'y avait pas de salaire. C'était assez simple. On avait pris une maison, on paye la nourriture, le reste, chacun pour soi. C'était assez simple. On paye la nourriture, chacun se gère. Donc, si tu as un peu d'argent de côté, tu peux faire ci, tu peux faire ça, Je crois que les premiers salaires qu'on a versés quand on a commencé à embaucher, c'était effectivement 300 000, je crois. Et je me souviens, la première fois qu'on a recruté quelqu'un qui coûtait plus d'1 million, ça nous a mis 6 mois. Okay. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tu as... quand tu arrives effectivement sur des profils bons, mais juniors dans nos industries, tu vas commencer à 300, la personne sort d'école, a un peu d'expérience. Nous, ce qu'on va mettre, ce qu'on va analyser, c'est l'expertise et la seniorité. Et d'ailleurs, c'est surtout en discutant avec Moulay que j'ai beaucoup travaillé justement à la transparence de ce genre de choses, où on a des grilles en fait qui sont assez transparentes. Public, et il y a un petit truc symbolique en Côte d'Ivoire autour du 1 million. Oui, c'est-à-dire que en gros, tu as le truc jusqu'à 500, c'est le bon élément qui est sorti d'école, qui a fait ses preuves, mais c'est quand même déjà, enfin 500, c'est quand même un bon salaire. Et après, à te rapprocher du million quand tu as vraiment développé une expertise en management, c'est-à-dire que tu commences à avoir des responsabilités
qui ont un impact sur le business. Et après, au-dessus, en tout cas chez nous, ça va vraiment, ça veut dire que tu es dans les décisions stratégiques et que tu gères en fait des départements chez nous. Donc, c'est vraiment en phase, effectivement, avec le guide. Donc, maintenant, elle va nous dire, peut-être qu'on raconte n'importe quoi, elle va dire qu'on est des crevards. Hein. Moi, je sais pas, moi. Non, pas du tout. Alors, moi, pour être une chasseuse, je sais que Moula et Kai payent très bien. Parce que c'est pas facile de débaucher chez eux parce qu'ils ont un package salarial qui est au-dessus de la moyenne. Et encore, 9 000 euros, son dev, il est même pas très bien payés, j'en connais qui sont beaucoup mieux payés. Ouais, non, c'est pas. Hein. Non, franchement, faut savoir, c'est compliqué. 9 000 euros, son dev, il a eu, enfin, je reconnais son talent de négociateur malien, c'est vraiment, il l'a eu pas cher. C'est plus cher, normalement. Et même, je sais pas s'il a réussi à l'avoir en CDI, parce qu'en général, ils veulent même pas être en CDI, ils veulent être en freelance. Oui. Non, t'inquiète, je verrouillais ça bien, t'inquiète pas. Donc, mais après, j'ai mis des parts en face, attention. Oui, c'est vrai que le point dont personne ne parle, mais qui est important en tant qu'entrepreneur, par contre, j'ai lâché des parts. Hein. Je peux te dire que, autrement, c'est ce que j'ai qui a le plus de valeur pour la personne d'ailleurs. Parce que si tu regardes bien, les salaires des gens dans ma boîte, oui, il y en a qui ont doublé leur salaire sur 5 ans. Mais le plus important, c'est mon premier employé qui, lui, je pense que en capital qu'il a retiré de la boîte qu'on a investi, aujourd'hui, je crois qu'il a dépassé presque 4 ans de salaire. Parce qu'il a eu des parts qu'après, il a pu vendre. Donc, dans les startups, quand tu te débrouilles bien, c'est là où il y a l'argent. Le salaire, c'est bien pour tourner. Mais là où tu te fais vraiment de l'argent, c'est dans les parts. Donc, nous, c'est ça qu'on monétise. Donc, effectivement, l'un des outils qui me permet d'avoir des très bons talents un peu moins chers, c'est parce qu'en face... Et puis, moi, je suis en remote. Donc, quand tu embauches les gens en remote, tu peux aussi te dire ils ont moins de coûts. Moi, les gens qui bossent chez moi, ils ne paient pas de transport. Ils sont à l'aise, ils sont chez eux. Voilà. Donc, ça après, c'est des négociations, des choses que j'ai laissées, des choses que je donne. Donc, c'est ça aussi la question après pour te dire, ça dépend. Moi, je peux me permettre parce que mes clients ne sont pas dans le pays. Mais quand tes clients sont dans le pays, ce n'est pas possible, par exemple. Voilà. Ok. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'il est temps qu'on accueille l'invité. Merci Leïla. Alors, il faut que je ton mot de la fin. Tu as entendu tout à l'heure? Ouais. Humilité. Allez! Elle a dit humilité. La justice de l'humilité. Là, non, on a dit on désactive jusqu'à la fin de la canne. Ah, les gars, non. Jusqu'à demain, il a dit. Prince est là, il va nous dire jusqu'à quand l'humilité dure. Il y a un planning clair qui a été établi, franchement. Merci beaucoup, Leïla, franchement. Merci à vous, c'était très agréable. Merci. Programme, oui. Alors, est-ce qu'on fait une promo pour les gens qui... Donc, il y a la promo de la semaine doit être finie normalement quand cet épisode sortira. Parce que toi, ton épisode sortira juste après. La semaine prochaine. Ce sera la semaine d'après. Donc, il n'y a plus de promo pour ces braves gens. Sauf si Kai, tu as dit que tu voulais que je fasse quelque chose pour eux, c'est ça? Non, on verra la semaine prochaine. Ouais, on va voir. Regardez dans la barre d'informations, on verra si vous méritez quelque chose que, franchement, une semaine après, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Merci en tout cas, Leïla, franchement. Merci, Leïla. Merci, c'était sympa. Et pour ceux qui sont en ligne, merci de rester aussi tard, hein, parce que je sais qu'on a un peu décalé sur votre planning. Vous avez peut-être un truc à faire autre ce dimanche. Ils sont confortablement installés. Oui, vous êtes des gens importants aussi. Les gens sur place aussi, on vous aime beaucoup. Avec tout notre cœur. Bon, merci beaucoup. Photo de famille. Ah, tu fais une photo de famille avec là. Allez, c'est parti. Et les gens en ligne. En ligne. On se retrouve avec le 3e lien dans quelques minutes. Dans quelques minutes, Prince est déjà là, donc ça va aller vite. Ils ont des questions aussi. J'ai pas été aussi orientée diaspora et voilà, et je m'en excuse. On peut laisser ton contact. Voilà. Ou simplement ils me posent les questions et vous relayez ou je laisse mes contacts. Ok. Donc laissez les questions en commentaire. Leïla est ok pour qu'on lui les relaie et qu'elle pourra les prendre du coup. Donc faites-nous des commentaires, c'est important. Avec humilité. Hein. Avec le mot humilité dans le commentaire. Des commentaires humbles. Des commentaires humbles. Allez. À tout de suite.